Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour le Grand Forum, votre émission quotidienne de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. On est ensemble donc comme tous les jours, donc durant 2 heures pour décaper l'actualité, pour la scruter, pour l'analyser, pour la commenter bien entendu à notre sauce. Avec vous aussi au 01 40 33 9000, on retrouve notre numéro initial pour que vous puissiez nous joindre sur France Maghreb 2, amis auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000. Tout à l'heure, le retour de Anna Guézard-Boicaz qui reprend sa place dans son émission Le Grand Forum, dans son rendez-vous hebdomadaire, les rendez-vous d'Anna. Et tout à l'heure, on sera avec une personnalité que vous connaissez forcément, Madame Geneviève de Fontenay, qui connaît visiblement beaucoup de monde et qui a pas sa langue dans sa poche. C'est ce que nous pourrons constater tout à l'heure. Elle sera avec nous par téléphone, Madame Geneviève de Fontenay, à partir de 17h dans le cadre des rendez-vous d'Anna. Le zapping, bien entendu, tout à l'heure, avec plein de bonnes choses. Allez voir aussi marrantes que cocasses. Et puis, bien entendu, on parlera dans un instant de SOS Racisme qui fait appel à une manifestation demain soir, place de la République. Est-ce de la récupération à la SOS Racisme? C'est la question qu'on se posera. Et on feuilletera aussi le discours attendu du ministre de l'Intérieur à la demande du président Emmanuel Macron. Christophe Castaner devrait s'exprimer en effet dans quelques minutes. On sera en live et en direct pour écouter ce qu'il a à nous dire, bien entendu. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, Gamal Abina est de la partie. Comment ça va, monsieur Gamal Abina? Très bien, j'espère que je vais bien aussi. Eh ben, il va très très bien. Monsieur Philippe Boyaki à la réalisation, assisté aussi par Ethan, qu'on salue. Voilà, tout le monde est là. Je vous le montre, voilà, Ethan est là, juste à côté de moi. Salut. Et voilà. Voilà. Ça sera Johnny dans les GF, c'est très bien. Alors, on commence cette émission de manière traditionnelle, et là, j'en suis sûr que même Nabil, que d'ailleurs je salue, j'ai oublié de saluer notre ami Nabil, DJ Nabil, le DJ de tous les DJ, qui est avec nous de l'autre côté et en studio. Et grâce à lui, nous pouvons être écoutés à la radio France Maghreb 2, et il peut d'ailleurs intervenir pour jouer avec nous, parce que c'est un petit jeu pour commencer dans cette émission. Nous sommes, vous le savez, messieurs, dames, le 8 juin. Alors, que s'est-il passé dans l'actualité, messieurs, dames, le 8 juin? On est en 1936. Comment s'appellent les accords signés constituant notamment les congés payés? Les accords de Matignon. Oui, monsieur Boyaki, bravo. Les accords de Matignon. Connais toi-même. Bien joué. Il l'a eu. Trop vieux. Bien joué. Comment t'as pu passer au travers de cela, Gamal? Ouais, Gamal. J'ai honte. Franchement, ouais, tu peux. Premier point de notre ami Boyaki. Il y aura une revanche à prendre tout à l'heure dans le quiz. Vous avez mis des applaudissements? Non, même pas. Vous pourriez en mettre d'ailleurs, vous pourriez en chercher. Ouais. Quel pays retire en 1969, le 8 juin, leurs troupes du Vietnam? Allez, Cuba. Non. Du Vietnam, les États-Unis. La France. Ah oui, voilà, mon Philippe, les États-Unis. Évidemment. Non, en 69. Si. Mais non, ils arrêtent la guerre en 75, c'est impossible. Prouvez-lui, 1969, les États-Unis se retirent du Vietnam, monsieur Gamalabina. Mais non, c'est en 75. Ils arrêtent la guerre en 75. Mais non, c'est faux. Là, je suis pas d'accord. La guerre s'arrête en 75. Non, mais c'est faux. Vous allez voir. Au contraire, ils arrêtent en 75 et c'est à ce moment-là qu'ils signent des accords en 73. Ils ne peuvent pas retirer en 69. On va vérifier ça, mon ami, vous inquiétez pas. Voilà. Calmez-vous, monsieur Abina, tout va bien, Voilà. Je suis pas d'accord. Non, mais d'accord, on a compris que tu n'es pas d'accord, mais on va vérifier. Je suis pas d'accord. Ça peut arriver, ça peut être une erreur de celui qui me prépare les questions. Attention, voilà. En tout cas, voilà. On vérifiera. D'accord. Je cherche maintenant un chef d'État, et là c'est sûr, africain, mort en 2009, président donc de 1967 à 2009, et il était aussi l'un des piliers du système de la France-Afrique. Bongo. Voilà, Omar Bongo. Voilà. Bien joué. Bien joué, Philippe. C'est un bon. Eh ben oui, mon vieux. Oui. Bien joué. Maintenant, je cherche. Elle est née en 1903, écrivain francophone. Première femme admise à l'Académie française, Simone le 6 mars 80. Non. 6 mars 80? Non, c'est pas Simone Veil, c'est... Non. Première algérienne femme. Non, je crois pas. Assia Djebar? Non, pas du tout. Assia Djebar, alors. Non. Première femme
écrivain Académie francophone française. admise à l'Académie française de Simone, mars 80. Francophone. Ouais, francophone. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Non. Non, non plus. Pas du tout. Dumas. Pas Dumas, je raconte. Ok, bah. Ouais, Ça ça sert à peut- rien. Non, c'est pas Roland Dumas, hein, c'est pas une femme. Non, je pensais à. Comment elle s'appelle, j'ai plus son nom. Francophone. Oh, mais non, Gamal, quand même. Ouais, c'est mais je surprenant. réfléchis. Gamal. Ouais, là, je suis bloqué, là. Attends. Marguerite. Duras, voilà, c'est elle que je fais. Duras. Pour ça, j'ai dit Duras, c'est Duras. Vous êtes fous. Duras. Pas Marguerite Duras. Marguerite Yourcenar. Yourcenar. Bah Oh là oui, là. non, mais. Je l'avais pas. Nul. Vous êtes Non, nul. mais en littérature. Non, excusez-moi. c'était ou Duras C'est ou le problème Yourcenar. des dyslexiques. Hein. Vérifiez-moi cette info de Vietnam, hein, s'il vous plaît, parce que Gamal, il avait l'air sûr de lui, là, pour le coup. Bon, Ah oui. voilà un peu les événements qui se sont déroulés un 8 juin. Bon, Yaki a fait le 100%, là, pour le coup. Tout à l'heure, rattrapage dans le quiz en fin d'émission. Dans un instant, les amis, on va parler des SOS Racisme et de son appel à manifester suite à ce qui s'est passé évidemment aux États-Unis, la mort de George Floyd. Vous allez pouvoir nous appeler au 01 46 36 01 40 33 9000, pardon. Oui, bah attendez, ça a changé moi, hein, ça change tout le temps. 01 40 33 9000 et en commentaire bien sûr sur les lives France Maghreb 2, mais aussi Christophe le Grand Forum, Facebook. Ah, on est présent partout les gars. Allez-y, donc n'hésitez pas, commentez, partagez les amis, n'hésitez pas, c'est important, cet espace de liberté, qu'il puisse se faire connaître à vous tous et à vous toutes, à un maximum. On en reparle donc des SOS Racisme, ce qui va donner peut-être de l'urticaire à Gamal Abina dans un instant, et à vous peut-être aussi auditrices, auditeurs. On parlera évidemment de quelques déclarations rocambolesques ce week-end, notamment Christian Jacob, hein, qui nous a dit qu'il n'y avait pas de violence policière, ça n'existait pas. Voilà, c'est le président des Républicains à l'Assemblée nationale, notamment, et puis Ciotti aussi, qu'on a fait une belle ce matin. Bref, ils sont en accord pour être en désaccord avec le peuple, j'ai envie de dire, du côté des Républicains. Voilà, ça fait bien longtemps que ce parti a commencé à couler. Et ben, la preuve en est donnée peut-être. Et dans le quiz, d'ailleurs, tout à l'heure, on verra que le Front National, lui aussi, a choisi son camp. Rendez-vous dans un instant. Christophe en grand. Quoi? Ah, pardon. D'accord, merci. Oui, Christophe en grand. C'est-à-dire, faut me mettre en grand. Je suis quand même l'animateur de cette émission. Donc, si je suis pas en grand, je sais pas à quoi je sers, hein, au bout d'un moment. Bon, allez, on se retrouve juste après la pub en direct à la radio 01 40 33 9000 pour vos appels et vos commentaires, bien sûr, sur Facebook. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ah, bah dites donc, incroyable. Bon, Philippe, est-ce que je peux te demander un petit service? Voilà. Déjà, est-ce qu'on peut couper la musique? Voilà, c'est encore. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vérifier, s'il te plaît, sur le site donc de l'éphéméride, hein, je sais plus lequel, donc le 1969, retrait de les troupes américaines du Vietnam. Ah bah alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un partage d'écran, comme ça vous allez vérifier avec moi si je commets un impair. Là, tu nous mets tous. Isère Annuaire, je crois, c'est le site que j'utilise. Ouais. Ça s'appelle comment? Attends, tu tapes éphéméride du 8 juin. Éphéméride du 8 juin. Voilà, on fait ça en direct, les amis. Parce que si j'ai dit une connerie, il faut qu'elle soit réparée. Ce que je sais, c'est que la chute de Saigon intervient en 75. Commence pas. On va vérifier. Je dis l'histoire. 75, chute de Saigon, les Américains quittent le Vietnam. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme site proposé par Google? Alors, éphéméride-jour.fr. Non, c'est pas celui-là. Wikipédia. Non. Isère Annuaire. Voilà, c'est celui-là, vas-y. Voilà, clique dessus. Voilà. Alors, tu descends. Ouais. Voilà. Donc, au début, ça commence par les naissances, après les décès et les événements. Ah ouais, décès, événements. Voilà. 2013, hein. Quelle date tu avais dit? Descends. Les États-Unis retirent leurs troupes du Vietnam. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a, Gamal? Bah, je te dis que c'est pas vrai, ils disent n'importe quoi, je sais pas ce que c'est que ça. C'est écrit les Américains. C'est pas avant, non, moi. Oui, c'est pas toi. Les Américains se barrent du Vietnam en 75, pas en 69. Nixon y arrive au pouvoir en 69, il augmente son engagement au Vietnam. Qui a une enceinte connectée chez soi? Comment? Une enceinte connectée. Vous n'avez pas une enceinte Google, une enceinte connerie, tu vois? Ah, pas non. Ah non, il nous écoute, il nous... Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va faire ça. Allez, on vérifie, parce que moi, je veux que ça soit vérifié. Parce que c'est important. La guerre du Vietnam, elle dure, c'est une des plus longues guerres américaines, hein, quand même. En quelle année
les troupes américaines retirent leurs troupes du Vietnam. Les troupes américaines retirent leurs troupes du Vietnam. Attends. Dans quelle année les Américains retirent leurs troupes du Vietnam? Américains retirent. Dites-nous d'ailleurs sur Facebook, en commentaire. Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2. Vietnam. Je crois qu'on est de retour à la radio. Non? Non, pas encore. Tac. Ouh. En 1973, elles ont signé les accords de paix de Paris le 27 janvier 1973, par lesquels les États-Unis s'engagent à retirer leurs troupes dans les 60 jours et le Nord-Vietnam libérer ses prisonniers américains. Voilà, donc Gamal avait raison. Gamal avait raison. Donc le site de voilà. Donc alors, on va plus aller sur le site. Il raconte que des conneries. Il n'est pas sérieux. Ouais, c'est clair. Il est pas sérieux. Non, mais je voulais quand même vérifier, te montrer quand même que j'avais rien inventé, tu vois. Même sur Wikipédia, on va tac. Ouais, c'est ça. Elle oppose de 1955 à 1975, d'une part, la République démocratique du Vietnam, et d'autre part, la République populaire vietnamienne. Voilà. Soutenu par les États-Unis. Et il se sauve avec la chute de Saigon, il se sauve en 1975. 30 avril 1975. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, bah très bien. Au moins, on a vérifié le truc. Mais pourquoi il raconte des conneries comme ça? Hein, les amis? C'est pas sérieux, ça? Voilà. Ils se sont plantés, c'est tout. Hein. Nixon arrive au pouvoir en 69 et il augmente la guerre, donc c'est pas possible que... Donc, je n'utiliserai plus ce site. Voilà. Terminé. Le sage. Voilà. Sachez-le, les amis. Voyez bon. Ah non, mais c'est incroyable, quand même, de mentir aux gens. Bon. Tout va bien, mon Gamal? Tranquille, comme d'hab. Bon, parfait, on est bien. Dans un instant, on va parler un peu des SOS Racisme, on va s'en occuper. On va essayer de jeter un petit coup d'œil aussi sur ce que va dire Castaner, parce qu'apparemment, il devrait s'exprimer. Macron lui a demandé. Hein, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a plus de nouvelles de Macron. On se demande où il est. Qu'est-ce qui se passe? Il est aux abonnés. Il devrait parler, selon mes informations. Parce que oui, j'ai des informations aussi. Voilà. Mais des vraies, cette fois-ci, pas en rapport à un site bidon, tu vois. Des informations de gens qui sont bien placés, tu vois. Il devrait parler dans les tout prochains jours, plus la semaine prochaine d'ailleurs que cette semaine. Voilà. Voilà. Donc on suivra ça de près. Pour l'heure, c'est un peu le Premier ministre qui fait le sale boulot. On a pu le constater. Voilà. Et on entend Philippe qui donne les instructions à Ethan, qui assiste à la réalisation. Bien entendu, le bon fonctionnement de cette émission. Je rappelle, les amis, que vous pouvez Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct à la radio, dans le LGF sur France Maghreb 2. Et comme on aime vraiment donner les bonnes informations, on a vérifié l'information et j'ai prouvé à notre ami Gamal où j'ai trouvé cette information. Effectivement, c'était ce qui était écrit, sauf que c'est pas la réalité des choses. Effectivement, les accords de paix au Vietnam sont intervenus en 1973, donc il ne pouvait en être aucun cas que les Américains se retirent en 69. Donc, je n'utiliserai plus désormais ce site bidon qui raconte que des conneries. Donc, voilà, j'utiliserai une autre source, sachez-le. Ça peut arriver, mais l'essentiel, c'est que ça soit vérifié. Et voilà. Alors, dans un instant, paraît-il, il devrait s'exprimer, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à la demande du président de la République. Il a demandé d'ailleurs, sachez-le, à Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, de faire lumière sur l'affaire Adama Traoré. Et puisque je parle de l'affaire Adama Traoré, sachez que le comité a annoncé cet après-midi une manifestation samedi prochain à Paris à 14h30, place de la République. Philippe, 14h30, samedi, place de la République. Si tu vois ce que je veux dire. Grosse manifestation, il va y avoir beaucoup de monde visiblement. Rien que l'événement a été lancé cet après-midi, il y a déjà des milliers de personnes qui indiquent qu'ils vont y participer. Donc ça risque d'être bien suivi. Mais pour l'heure, il y a une autre manifestation qui nous intéresse, organisée par SOS Racisme. On vous pose la question sur Twitter, le grand forum FM2. La question, c'est la suivante. SOS Racisme qui organise demain un rassemblement à 19h. C'est place de la République également. Pour ce qui s'est passé à George Floyd, pour s'offusquer évidemment contre la mort de George Floyd. Alors, quelle est la tendance, cher Philippe, de nos auditeurs qui ont voté depuis hier soir sur le grand forum FM2? Est-ce une récupération de SOS Racisme qui serait pas à sa première en matière de récupération? Oui, non, qu'en disent nos auditeurs? Ah bah écoute,
à exactement, précisément, à l'heure où on se parle, 83,9% des auditeurs disent oui, SOS Racisme fait de la récupération. Et je précise d'ailleurs, avant d'oublier, c'est très important, que parmi les signataires, il y a même des gens qui ont été rajoutés sans qu'ils aient été consultés. Notre ami Salam Okran, qui s'est vu être dans la liste, qui a fait un post hier soir en disant non, attention, moi j'ai jamais été contacté par eux, j'ai jamais apporté ma signature, pourtant j'apparais dedans. Donc voilà les bonnes vieilles méthodes d'SOS Racisme. Donc, mon cher Gamal, est-ce que tu fais partie de ces 83%? Je fais partie de ces 83% depuis 1983, pour être très précis. SOS Racisme est une vulgaire émanation de l'organisation de Mitterrand, ce groupe limite mafieux qu'on appelle le PS, qui a tué la marche pour l'égalité en la récupérant. Ils ont commencé comme ça, donc c'est vraiment une tradition qui est très longue. SOS Racisme, on les a jamais entendus pendant 4 ans sur l'affaire Adama Traoré. On les entend jamais sur les violences policières, ou très peu. On les entend jamais sur l'islamophobie parce qu'ils ne considèrent pas que c'est du racisme, si ce n'est pour dire le contraire, pour dire que finalement ils l'ont bien mérité. C'est un produit fabriqué par un groupe très connu, hein, un publicitaire très connu qui trouve qu'on rate sa vie quand on n'a pas de montre à 50 ans. C'est Guéla, BHL, Glucksmann, enfin tout ça, c'est le trio de tête comme ça qui a fabriqué toute pièce un mouvement en récupérant évidemment les codes couleurs des nazis, à savoir le jaune, l'étoile jaune qui deviennent main jaune, et surtout en nous prenant pour des petits chiens. Je suis très précis dans le terme. Nous ne sommes pas leurs potes. On n'a besoin de personne pour se défendre. En aucun cas de porte-voix qui sont aussi faibles en plus. Et surtout, ce qui est gravissime, c'est que malheureusement, je le constate, ils nous font un appel ridicule en rappelant que le racisme aurait soi-disant des pics et des reflux. C'est ce que dit Dominique Sopo aujourd'hui. En expliquant qu'il va faire un truc ridicule aussi, 8 minutes 46 secondes de silence symbolisant la durée du martyre de Floyd lorsqu'il a été assassiné par un policier. Et bizarrement, SOS Racisme est très loquace quand un policier américain tue un noir américain parce que c'est évident et parce qu'on sait que le racisme américain ne se cache pas et ne se voile pas la face, on en parle là-bas. Alors qu'ici, en revanche, quand on parle de racisme, on vous oppose immédiatement la police républicaine. Il faut comprendre dans le terme républicain que la police, parce qu'elle est républicaine, est forcément irréprochable. Et parce que c'est un produit républicain, le républicanisme est forcément irréprochable. Donc oui, effectivement, c'est une récupération. Oui, c'est pas maladroit, c'est vicieux et mal intentionné. Et oui, on n'a pas besoin d'eux. Il faut boycotter. Jamal, il faut boycotter cet appel. On peut s'étonner quand même que SOS Racisme arrive après. Je veux dire, tout soit déjà commencé un petit peu partout dans le monde, les mobilisations. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière, à Paris. SOS Racisme arrive une semaine après. Voilà, toujours pour encore exister, alors que SOS Racisme, on avait un peu oublié quand même depuis des années. Ils étaient absents de tous les débats, de toutes les manifestations. Ils reviennent comme un coup près, quoi. Ils sont présents contre nous, il faut être très clair. Tout ce qui est arabo-musulman et SOS Racisme, ils n'aiment pas. Je veux dire, quand on parle de racisme et d'islamophobie, on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Ils n'ont pas de problème à parler, par exemple, d'antisémitisme qui est lié à la pratique religieuse et en même temps à un peuple. Par contre, quand on parle d'islamophobie qui est liée donc à une pratique religieuse, automatiquement qui sont les arabo-musulmans, ou perçus comme tels. Là, bizarrement, SOS Racisme a un discours extrêmement radical contre ce qu'ils appellent l'islamophobie, parce qu'ils ne l'acceptent pas. Donc moi, je vais être très clair. L'opportunisme aussi violent, aussi vulgaire, aussi vraiment ces bas étages, ils arrivent après la bataille. Je veux dire, il a fallu que Aïssa Traoré réussisse à mobiliser, et merci Bourdin d'ailleurs, c'est quand même lui qui lui a prêté le micro le matin pour que la manifestation soit vraiment entendue. Merci à lui, pour le coup, il a fait son boulot. Il a fallu qu'elle fasse cette mobilisation extraordinaire pour qu'SOS Racisme se dise, tiens, il y a moyen de gratter un petit peu de symbolisme, de gratter un coup médiatique. Eh bien non, il faut boycotter cette manifestation. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Le jour où ils feront pas de distinction entre les racismes, le jour où ils considéreront qu'attaquer un musulman, c'est aussi attaquer un arabe ou un noir, à ce moment-là, on discutera. Ça ne veut pas dire que le racisme, c'est que ça. Ça veut dire que c'est une des dimensions du racisme que ces messieurs font semblant de ne pas voir. Donc, SOS Racisme, comme l'appelle notre ami Philippe, SOS Merguez, très peu pour moi, je ne mange pas de cette merguez. Voilà, pas encore tout à fait l'heure de manger des merguez, ça peut être un peu digeste en plus. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Bien entendu, vous qui nous écoutez à la radio sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Vous qui nous regardez aussi en live sur Facebook France Maghreb 2, sur le Facebook officiel de la radio, la Maison Mère, mais aussi sur le Facebook officiel de l'émission Christophe le Grand Forum. Vous nous regardez donc en live, vous commentez. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de commentaires, Philippe.
Ça échange beaucoup. Qu'est-ce qui se passe là au niveau des commentaires? Tu peux nous faire une petite synthèse éventuellement? Ah, bien sûr, ouais. Ils sont dans le déni. Bravo, bien parlé. Ça, c'est Gamal. Il a un fan club. Hein. Faut savoir que Gamal Abina a un très grand fan club. Je trouve qu'il parle. Je reçois un message d'Idriss Aberkan. Il dit non, c'est pas normal qu'il me dépasse. Bon, bah, qu'est-ce que je te dis? Rien. Et Marin qui a défendu un couple handicapé et personne n'en parle. Farid, tout part. Idriss Aberkan d'ailleurs qui a fait une vidéo sur l'Algérie qui est absolument honteuse. Voilà, je dis ça au passage. Hein, voilà. Il serait intéressant de l'entendre et de discuter parce que je pense qu'il est excellent comme intellectuel sur la question scientifique. Là, on peut oui, voilà, mais ça c'est son domaine. Mais dès qu'il commence à parler géopolitique, là, on voit que c'est plus son domaine. Oui, il est plus là malheureusement. Mais bon, après, c'est pas de sa faute. Hein, je veux dire, chacun son domaine de prédilection. Bah, c'est pas de sa faute. On lui a pas demandé de s'exprimer là-dessus non plus. Hein. Pour moi, c'est une faute ou une erreur. C'est au choix. Oui, voilà. Moi, j'apprécie l'intellectuel quand il parle de science et d'éducation. Il n'y a aucun problème. Je suis moins fan de ses positions qui sont pas maîtrisées sur les questions algériennes, mais ce serait intéressant de le recevoir pour en discuter en direct parce j'ai vu cette vidéo, elle pose question, elle dit beaucoup de bêtises. Pour prendre un exemple très concret, moi, je dirais jamais que le Sahara occidental est algérien, marocain ou tunisien ou sahraoui. C'est pas le sujet. Je dirais que le Sahara occidental, il est ce que voudront être les Sahraouis. C'est tout, ni plus ni moins. On les consulte, ils veulent être marocains, ils sont marocains, ils veulent être indépendants, ils sont indépendants, et ça s'arrête là. Lui, là, il a dit, et c'est une grave faute, le Sahara occidental est marocain, tout le monde le sait. Non, tout le monde ne le sait pas. L'ONU ne le sait pas. Les Algériens ou les Africains ne le savent pas forcément. Donc, il faut en discuter parce que ce genre de posture est une posture. Moi, je suis pas anti. Moi, je veux l'unification du Maghreb. Donc, la question se pose même pas. Mais il faut savoir que les gens qui sont intéressés sont posés. Non, je suis pas dans l'utopie. Je pense que ça va arriver, Inch'Allah, un jour, mais je suis pas dans l'utopie. Je considère réellement que la convergence pour la sécurité du Maghreb, hein, tout simplement, la convergence des luttes maghrébines doit se faire rapidement, comme l'étoile nord-africaine l'avait espéré en son temps. Donc là-dessus, pas de problème. C'est pas pour demain quand même. Hein. Bon. On l'espère. 01 40 33 9000. Les commentaires, Philippe. Donc ouais, je vois que ça. Donc tu nous disais que Gamal Abina a un vrai fan club hein, sur Facebook. C'est ça, Philippe. Oui, donc c'est ça. Ah, on t'entend pas, Philippe. Ouais, on t'entend pas, mon Philippe. Hein. Voilà. Pardon. Ouais. Voilà, merci. Alors, je disais pourtant Gamal ne fait pas publicité qu'il vient sur France Maghreb 2, et donc c'est ce qui est vraiment le plus surprenant, quoi. C'est les auditeurs et les auditrices, beaucoup d'auditrices aussi, sont très friandes du point de vue de Gamal. Pas que, hein, moi aussi, hein, plus d'une fois. Sortez-nous des dossiers de Gamal Abina, s'il vous plaît, mesdemoiselles, mesdames. Ah, j'en ai, moi. Moi, j'en ai, mais c'est un compatriote, je peux pas. On a signé un pacte, lui et moi. Un pacte franco-algérien, enfin, algéro-algéro, parce que quand je dis franco-algérien, Gamal, il comme ça. Donc, on peut pas. Si vous voulez rigoler, j'en ai une belle. Ça vous permet. Vas-y. Regarde Myriam Chabi, elle dit encore. Et bon appétit, Gamal, hein. Parce qu'on est à la radio, mais aussi, on te voit. Qu'est-ce que tu nous manges de bon, là? Alors, je mange des amandes parce que j'ai pas mangé et que j'adore les amandes. D'accord. Ok. C'est l'avantage aussi d'être filmé, vous voyez, c'est qu'on peut tout voir. Non, mais je vois que tu vois tout, toi. Ah, tu sais que j'ai les yeux bien placés, des lunettes extraordinaires qui ont une fonction incroyable. Voilà. Bon, en tout cas, on parle des SOS Racisme, mes amis. La question vous est posée, est-ce de la récupération des SOS Racisme de vouloir organiser cette manifestation demain à Paris à 19h, place de la République? Oui, non. Est-ce qu'il faut la boycotter? Est-ce qu'il faut y aller quand même parce que la cause en vaut la peine? C'est George Floyd. D'ailleurs, parlons un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Gamal, amis auditrices, auditeurs, vous qui pouvez prendre la parole en nous appelant 01 40 33 9000, en commentant, n'hésitez pas, en partageant aussi. On est revenu à l'ancien numéro de téléphone? Oui, absolument. Ah, il faut prévenir aussi les gars. Bah, j'ai prévenu depuis tout à l'heure. Écoute, mon vieux, 01 40 33 9000. Donc pour appeler, donc n'hésitez pas. Et parlons des États-Unis, évidemment, de ce qui s'y passe. Et on voit que là-bas, des politiques, des maires, la maire de Washington, des policiers mettent le genou à terre. Gamal, aujourd'hui, est-ce que tu crois que c'est possible de voir un politique ici en France mettre un genou à terre pour justement illustrer commémorer ce qui s'est passé là-bas? Bon, alors après, communier plutôt. Je suis pas non plus un fan de la police américaine, loin s'en faut, ni du fait qu'ils mettent genou à terre. J'ai envie de vous dire une chose simplement, c'est que aux émeutes de Watts, quand il y a eu les premières émeutes raciales, il y en a eu beaucoup d'émeutes raciales, mais celles qui ont été les plus sanglantes, où la police a tué la population, a tiré sur la population noire,
dans les émeutes de 94, après l'arrestation et le passage à tabac d'un automobiliste noir qui est mort aujourd'hui d'ailleurs. Il y a eu des émeutes aussi. Ils ont sorti les gardes républicaines. C'était très loin, je veux dire, enfin la garde nationale pour être précis. Donc c'est quasiment l'armée. Aujourd'hui, s'ils mettent un genou à terre, c'est que c'est tellement énorme, tellement barbare ce à quoi on a assisté, que les policiers ou sont conscients ou ont peur. Mais quoi qu'il en soit, en termes politiques, par contre, c'est très fort que des hommes politiques acceptent un geste qui est une grande symbolique historique, une grande partie historique, qui avait été critiquée en son temps, en présentant le point en plus. C'est le point des Black Panthers. C'est les points de ces fameux sportifs aux Jeux Olympiques qui avaient brandi le poing comme ça, un grand et noir, pour la lutte des Noirs américains et pour leur droit civique à minima. Et effectivement, c'est très fort. Et maintenant, pour la France, pour répondre à la question, oui, en France, il y a un problème. Le politique est très très loin du peuple, ils n'ont rien à voir avec nous. Preuve en est, Christian Jacob nous dit maintenant qu'il n'y a pas de violence policière, ça va, il s'amuse, qui retourne auprès des vaches, j'ai envie de dire, parce que son truc. C'est un mensonge, c'est plus grave que ça. Il dit qu'il n'y a pas de... et que c'est un mensonge. Ah, je t'entends plus là. Allô? Oui. Ah, c'est bon, j'entends. Voilà. Il dit quoi? Il nous disait carrément que c'était un mensonge. Il n'y a pas de violence policière dans ce pays. Oui, là, c'est là où c'est grave. Et c'est là, mon cher Kamal, si tu permets, c'est là où les journalistes n'ont aucune instruction. Ils auraient pu lui sortir pas mal d'affaires. Il y en a quand même. On peut remonter même en 86, Malek Osekin, l'oncle de Faiza Ben Mohamed, Monsieur Ben Mohamed. Il y a eu Zia Debouna, Lamine Diang. Il y a eu évidemment Adama Traoré, mort dans des conditions absolument dramatiques. Il y en a plein d'autres, le frère de Amal Ben Tounsi. Et j'en oublie évidemment beaucoup. Le problème, c'est que Christian Jacob s'appelle Christian, c'est mignon, on sait que c'est chrétien. Jacob, c'est peut-être juif, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, c'est très judéo-chrétien. Donc, évidemment, quand on a la tête de Christian Jacob, quand on est un élu de droite, quand on n'a jamais rencontré de policier de sa vie, quand on n'a jamais été heurté par la police ou contrôlé par la police ou insulté par la police, tout ce dont je vous parle là, je l'ai vécu. J'invente rien, je mets au défi n'importe quel policier de me contredire là-dessus. Quand on est reçu sur les plateaux de télévision, alors qu'on a tous des têtes de Blanche-Neige, on reçoit quasiment pas d'étrangers sur les plateaux de télévision pour parler de racisme. Aux États-Unis, quand les Noirs parlent de racisme anti-noir, c'est les Noirs qui parlent, c'est pas les Blancs. Là, en l'occurrence, les Noirs et les Arabes, ils comptent pas. Donc, évidemment que monsieur ne connaît pas ces questions-là puisqu'il ne l'a jamais été confronté. Le problème du racisme en France, c'est que la plupart des gens qui en parlent ne le connaissent pas, c'est des théories. Et moi, j'ai coutume de dire que ils sont grecs, c'est des théoriciens, je suis arabe, je suis praticien. Ça veut dire que nous le connaissons parce qu'on l'a subi. Alors après, il y a certains déséquilibrés mentaux, c'est comme ça que je les appellerais pour être gentils, qui viennent nous expliquer que s'il y a des violences policières, c'est peut-être parce que les tics sont contrôlés, sont des délinquants notoires. Là, encore une fois, je prends l'exemple le plus emblématique de Malik Oussekine. Non seulement il n'était pas délinquant, il était étudiant, et pas n'importe quel étudiant, il était étudiant dans une grande école. Donc ça signifie qu'il faisait partie de ce qui aurait dû être la prochaine élite maghrébine en France. Il a été assassiné par des policiers voltigeurs avec des méthodes qu'on connaît très bien, qui ont été d'ailleurs arrêtées un temps. Et on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'il y a un meurtre policier, l'impunité est la chose qui prime. Et le problème, c'est que pour qu'un homme politique mette genou à terre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas seulement dire qu'il va être solidaire des crimes racistes qu'ont subi les gens qui les subissent. Il dit quoi? Il désavoue la police et la méthode de formation des policiers. Parce que la question, c'est pas la police en elle-même. C'est les écoles de formation et la direction politique qui dit faut taper, faut réprimer, faut être un petit peu comme dans le métro, faut se cacher puis attraper les gens. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment réformer les écoles de police, comment révoquer les policiers qui se comportent comme des la voyous. Formation. La formation des policiers est essentielle. Comment arrêter de dire à un policier qui quand il en faisait un arabe, non mais c'est pas un tu poses du tout un problème important parce que on a compris en tout cas et au vu de certaines études que la formation policière justement on l'a réduit d'année en année. Des formations justement sur l'apprentissage des armes, sur aussi comment interpeller un individu, tout ça. On réduit petit à petit les heures de formation, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des policiers qui sont beaucoup moins formés qu'à l'époque. Hein. Non mais c'est pire encore, c'est que la formation elle est orientée. Elle dit quand vous avez un noir ou un arabe en face de vous, partez du postulat qu'il a peut-être quelque chose à se reprocher. Quand vous allez au commissariat, je vous donne un exemple très concret. Moi, quand j'allais au commissariat pour porter plainte, les flics me recevaient comme si c'était moi qui étais le voyou. Quand vous allez au tribunal, une fois, je me suis embrouillé avec un type qui m'avait volé pas mal d'argent, un Européen pour le coup.
Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais reçu comme si j'étais moi qui étais la personne poursuivie. C'était extraordinaire. Jusqu'aux juges qui m'ont fait sentir quand même que moi qui me plaignais était la personne peut-être qui avait des choses reprochées. Donc le problème de l'approche qui s'appelle une approche raciste, parce que forcément, un voyou, c'est forcément un type bronzé. Le problème de la BAC, la brigade, écoutez bien le terme quand même, c'est fort. Brigade anticriminalité. Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont formé des gens à aller dans les quartiers pour s'occuper de criminels. Le problème, c'est qu'on confond les termes en termes juridiques. Criminel, c'est du pénal. D'accord? Ça peut être même les assises. Un crime, c'est grave. Et ils confondent la petite délinquance qui arrive régulièrement avec des crimes. Vous voyez le gamin de 14 ans qui a été sabatté par les flics. Une fois qu'ils l'ont attrapé, ils lui ont mis des coups de pied dans la figure. Ils l'ont massacré. Le gars, il voulait voler une moto. Certes, c'est condamnable, mais ça ne relève pas du. On va pas en faire un criminel parce qu'il a une petite délinquance de voleur. Et malheureusement, c'est comme ça qu'il se comporte. Après, il y a aussi un autre problème en termes d'appréhension de la population. C'est-à-dire que la police n'est pas sympa. La police est agressive. Pas toute la police, il y a forcément des exceptions. Quand on dit tout, c'est ridicule. Mais la police est agressive. La police, souvent, ils recrutent des gens qui sont des frustrés, qui ont besoin de se venger des claques qu'ils ont pris quand ils étaient jeunes. Souvent, ils ont un rapport délétère avec la population parce qu'ils veulent montrer que c'est des caïds. Quand ils se parlent entre eux, on a l'impression de parler des dieux. Et très souvent, malheureusement, ils sont mal formés, pas très intelligents, leur niveau d'études est très bas, et quand on les lâche dans un milieu qu'ils considèrent comme étant d'emblée hostile, ça se passe mal. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut rétablir aujourd'hui la police de proximité, recréer du lien avec la population et faire en sorte de faire baisser les tensions qui ne font que monter aujourd'hui. Gamal, l'exemple concret de ce qui s'est passé à Bondy récemment, Gabriel, 14 ans, qui a été interpellé, il était en tentative de vol d'une moto, je crois, il a été placé en garde à vue, il a été tabassé. On lui a cassé la gueule, tout simplement. Des coups de pied dans le visage, c'est ce qu'il raconte. 3 dents cassées. Vraiment, un gamin qui est complètement choqué, qui dort à côté de sa maman parce qu'il a peur. Est-ce que l'on a, au travers de ce que l'on fait la police, non pas le fait de l'avoir mis en garde à vue, c'est tout à fait normal, puisqu'il a fait une bêtise, donc il doit s'en expliquer, mais d'avoir reçu de tels coups, est-ce qu'on n'a pas fabriqué là quelqu'un qui risque plus tard de s'en prendre clairement à la police? Il va avoir ce sentiment d'injustice qui va ressurgir plus tard, cette envie de vengeance peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas fabriqué là, au travers de ce qui est arrivé à ce jeune homme de 14 ans, un futur justement, pas délinquant, mais un violent? Voilà. C'est ce qu'on appelle amorcer une bombe à retardement. C'est-à-dire que quand on humilie une personne comme ça, quand on la frappe gratuitement, quand on la réduit, quand on la violente au-delà de ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est une garde à vue. Ce qui est normal, c'est qu'il réponde une tentative de vol, parce qu'il n'a même pas réussi à le voler. Ce qui est normal, c'est que ses parents soient informés, que ses parents le réprimandent. Ça, c'est normal. D'ailleurs, c'est très amusant parce que au pays où on criminalise la fessée, les policiers peuvent écraser la tronche d'un môme de 14 ans. C'est intéressant quand même. J'ai tweeté tout à l'heure. Voilà. C'est ça que je fais référence. Donc, en cela, il y a quand même, c'est extraordinaire de voir. On est dans le ridicule. On déresponsabilise les parents et après, on reproche aux parents de par l'autorité. Oui, Gamal. Philippe, pardon. Philippe, on peut peut-être regarder le reportage de nos confrères de Loopsider. Absolument. Eh ben oui, on regarde alors. C'est parti. En direct à la radio sur France Maghreb 2. Vous qui nous regardez en live sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2. On y va. Ouais, quand vous voulez, les amis. Bien évidemment. Ouais. Donc, visiblement, ça vient pas. Si, vous entendez pas? Non, on n'entend pas. Non, on n'entend pas de son. Enfin, moi, j'entends pas de son. Gamal, t'entends? Non, rien. Vous avez entendu? Il n'y a pas de son, mon ami. Bah voilà. On recommence. Bon, on s'excuse. On fait de la radio. Excusez-moi, à priorité au direct, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur s'adresse à la population. Ah, on écoute un peu? Allez, c'est parti. Christophe Castaner, en direct, il s'exprime. Ah bah, il passe la pub. Ils sont marrants, hein, BFM. Hein. C'est plus ce que c'était. Hein. Bon, bah écoutez, nous aussi, on va passer. C'est ce qu'on va faire. On va passer nous aussi la pub, et puis on prendra un petit peu de quelques nouvelles. Attendez, c'est bon. Ils ont entendu nos réclamations. Ouais. Ils ont arrêté la pub. Ah ouais. On va pouvoir écouter quelques minutes Castaner, le ministre de l'Intérieur, réagir derrière. Et à 17h, je rappelle les rendez-vous d'Anna, le retour avec l'invité, Madame Geneviève de Fontenay. On est bien là. Mais non, on est à peine à 4000. C'est quoi ça? C'est Castaner? C'est la pub.
Non, on s'en fout de la pub. Des malins, bah oui, mais bon, qu'est-ce que je dise BFM, c'est plus ce que c'était. Bon, allez, on est de retour, nous, très vite en direct à la radio. On se fait la pub dans un instant. Et vous continuez de répondre à la question, bien sûr. La question qui est la suivante. SOS Racisme qui organise une manifestation demain au vu de ce qui s'est passé à George Floyd aux États-Unis, à Minneapolis. Eh bien, on y revient, bien sûr, dans un instant sur France Maghreb 2. À tout de suite. Le CPA est une formation diplômante de haut niveau. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Pour asphyxier l'honneur. Depuis. Castaner, donc en direct. On regarde un petit peu, Gamal, on se met du bien. Tous les congrès, partout. Des rassemblements où l'émotion et la conscience ont, pour un temps, suspendu la raison sanitaire ont eu lieu. Partout. Des femmes et des hommes, souvent jeunes, se sont rassemblés pour pousser un puissant cri contre le racisme, contre la haine, contre toutes les discriminations. Ce cri, je l'entends. Ce cri, comme tant de Français, résonne en moi. Le racisme n'a pas sa place dans notre société, pas sa place en République. Il se cache derrière 1000 oripeaux, 1000 visages. Il prend sans forme et sans prétexte. Mais c'est en réalité un mal abject, un mal insupportable, un mal qui divise, oppose et bientôt blesse et tue. Dans ces manifestations, il y a parfois eu des dégradations, des violences, fruits de l'action d'une minorité. Je le regrette et je le condamne fermement. Dans ces manifestations en France, comme partout où elles se sont tenues, j'ai entendu, lu souvent, des critiques de nos forces de l'ordre. J'ai entendu des accusations, j'ai entendu des mises en cause, j'ai vu une défiance, une hostilité, voire plus quelquefois. Aujourd'hui, je ne souhaite pas alimenter le cercle vicieux de l'outrance, qui fait qu'à chaque réponse, on se comprend un peu moins. Dans ces instants, n'oublions jamais ce que nous sommes. Le peuple français, uni dans la République, rassemblé autour de nos valeurs communes, liberté, égalité, fraternité. Le peuple français, protégé par les forces de l'ordre, qui assurent au quotidien sa sécurité, sa sérénité. Car au moment où tous les raccourcis sont possibles, au moment où tous les anathèmes sont jetés, j'aimerais que chacun se rappelle que la France, ce n'est pas les États-Unis. Se rappelle que policiers et gendarmes interviennent pour chacun de nos appels, qu'ils sont là, sans cesse, présents face au terrorisme, face au crime, face au trafic, face aux violences, face au racisme aussi. Alors oui, avec Laurent Nunez, nous ne cesserons de défendre l'honneur des forces de l'ordre. Nous ne cesserons de les défendre face aux coups et aux insultes, face aux amalgames et aux slogans orduriers. Non, je n'accepterai jamais les accusations permanentes d'une partie bien minoritaire mais hurlante de la population. Non, crier « suicidez-vous » où tout le monde déteste la police, ce ne sont pas des appels au calme, au respect, à la concorde nationale. Policiers et gendarmes sont les gardiens de notre République. Ils sont les garants de notre sécurité du quotidien. Il n'y a pas d'institution raciste ou de violence ciblée. Il n'y a qu'une police républicaine au reflet de la société. Car oui, notre police et notre gendarmerie sont à l'image de la France, ni plus, ni moins. Plus que dans de nombreuses administrations, on trouve en son sein toutes les origines, tous les parcours, toutes les opinions, toutes les lois, toutes les foi. On y trouve aussi, hélas, certains des mots qui nous rongent, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Ces mots-là ne sont pas une opinion, ils sont un délit. Cela vaut pour tous, mais parce qu'ils sont les gardiens de notre République, j'ai pour nos forces de l'ordre une exigence particulière et une intransigeance plus forte encore. Alors, je le dis avec fermeté, encore une fois, le racisme n'a pas sa place dans notre société et encore moins dans notre police républicaine. Il ne suffit pas de le condamner, il faut le traquer, le combattre de toutes nos forces.
Il ne suffit pas d'exiger l'exemplarité, il faut s'en donner les moyens, plus encore. Il y a quelques mois, le président de la République m'a demandé d'engager des réflexions et des changements concernant la déontologie et le devoir d'exemplarité. Comportement, interpellation, méthode, tous les domaines ont pu être examinés et nous sommes en mesure de prendre des décisions fortes dans la lignée de ce que nous mettons en place depuis le début du mandat. Des décisions fortes car je ne laisserai pas les agissements odieux de certains jeter l'opprobre sur toute une institution. Porter l'uniforme de policier ou de gendarme, c'est un honneur et chacun doit s'en montrer digne. Ces dernières semaines, trop ont failli dans leur devoir républicain. Des propos racistes ont été proférés. Nous sommes de retour à la radio, Christophe. Révélées. C'est inacceptable. Alors nous avons agi en conséquence, systématiquement, sans tarder. À Rouen, je rappelle, vous qui nous écoutez à la radio sur France Maghreb 2, que nous sommes en train d'écouter le discours du ministre de l'Intérieur, un discours attendu. Une procédure disciplinaire a été engagée, une enquête pénale lancée. Les choses avancent et les auteurs seront bientôt entendus en conseil de discipline. À l'île Saint-Denis, les policiers qui avaient tenu des propos odieux ont été suspendus immédiatement. Enfin, vendredi, j'ai décidé de signaler au procureur de la République les propos racistes et sexistes infects tenus par dans un groupe Facebook au sein duquel il y aurait des policiers et des gendarmes. Cela continuera. Je veux une tolérance zéro contre le racisme dans notre République. Je veux que chacun sache que quand on porte l'uniforme bleu de la loi, on ne se situe jamais au-dessus d'elle. On se doit, au contraire, plus encore que d'autres, d'être exemplaire. Alors, je veux une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre. Nous avons beaucoup agi en ce sens ces derniers temps. Nous nous sommes engagés dès le début du mandat et nous avons permis que chaque policier, chaque gendarme, sans exception, reçoive une formation à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations au cours de ces années d'école. Nous avons renforcé notre arsenal pénal contre la haine, notamment contre les propos tenus sur Internet. Nous avons renforcé notre réponse à toutes les atteintes racistes et antisémites en expérimentant des réseaux d'enquêteurs spécialisés et en installant des référents dans chaque brigade, dans chaque commissariat. Je pense qu'on peut arrêter là. On a eu l'essentiel de l'intervention du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Contre la haine. Voilà. Merci Philippe pour donc ce discours prononcé. Alors Gamal, Abina avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans le LGF. Christophe Castaner, on voit il a changé de ton quand même. On sent qu'il y a un changement de ton chez le ministre de l'Intérieur. J'ai eu très peur au début, puis bon, il a quand même été poignant en disant tolérance zéro quant au racisme dans l'institution policière et dans la gendarmerie. Gamal. Il est coincé parce qu'il était trop loin dans le déni des faits. Il imite très mal Macron d'ailleurs, parce qu'on voit bien que toute sa façon de parler, c'est de l'imitation, malheureusement pour lui. Il parle de gens qui n'aiment pas la police, ce serait minoritaire. Il faut qu'il arrête de dire ça parce qu'il n'y a pas de sondage qui a été fait. On ne sait pas combien de personnes détestent la police. Par contre, on est sûr que dans les Gilets jaunes, ils ne sont pas trop fans. Et il parle de racisme et d'antisémitisme. Ça aussi, c'est maladroit parce qu'il n'y a pas de distinction entre racisme et antisémitisme, c'est la même chose. Il parle de formation. Là, c'est un mythe. Qu'il explique la formation. Il y a des enquêtes qui ont été menées par des journalistes et qui démontrent qu'il n'y a aucune formation sérieuse. Et il ne parle pas d'humiliation. Le problème du traitement policier dans les quartiers populaires, comme on les appelle, j'aime pas le terme parce que moi j'appelle ça les banlieues, pour faire plus simple, c'est un traitement qui est un traitement à charge. C'est-à-dire que quand vous êtes interrogé par la police, et combien de fois ça nous est arrivé, immédiatement vous avez droit tout de suite à des questions agressives, à des postures agressives, à des attitudes condescendantes, à des propos qui sont déviants et racistes. Je veux dire, Bougnoul, on l'a entendu, ils ont été attrapés au téléphone. Crouille, je l'ai entendu 10 fois. Les melons, on les entend. Les arabes, les rabzouz, enfin tous ces trucs-là, c'est entendu, c'est pas d'hier. La façon de nous interpeller. Moi, j'ai des copains, par exemple, qui avaient été une fois attrapés pour l'histoire de vol de jouets. Ils volaient des jouets. Ils ont été attrapés, c'est ce qui s'est passé, ils les ont mis dans un endroit qui a été fermé depuis.
qui était le dépôt de la Cité. Alors, le dépôt de la Cité, c'est l'ONU et c'est surtout des instances internationales qui avaient considéré que c'était non seulement un endroit infâme, mais qu'en plus, on y maltraitait les prisonniers. Et vous savez ce qui s'est passé pour les humilier? C'est des enfants de 14 à 16 ans qui volaient. Ils leur ont demandé de se déshabiller pour vérifier leur partie intime et s'ils n'avaient pas de drogue. Or, ça, c'est de la méthode d'humiliation. Pourquoi, alors qu'on sait que ce n'est pas des voleurs de drogue, mais juste des voleurs, pourquoi leur infliger un tel traitement? Parce que précisément, la démarche est de les réduire. Donc, quand il nous parle, c'est bien beau son discours, la police ne doit pas être ceci, ne doit pas être cela, et de mélanger en plus la police avec les manifestants. Ceux qui critiquent la police sont tous mis au même niveau. Je veux dire, il y a quand même des limites à la blague. Il faut être un peu sérieux. Non, mais il est dans son rôle, Gamal. Oui, il est dans son rôle, mais oui, mais il va falloir qu'il aille plus loin. Aujourd'hui, il est obligé de protéger ses policiers comme Pasqua le faisait en son temps, mais il arrive un temps où il faut se dire, bon, il y a un problème, on va le régler. Il faut apprendre à la police à être sympa avec la population. Allez voir un policier anglais, je vous jure, vous avez le sourire. Le gars, il est sympa, il n'est pas agressif, parce qu'il n'y a pas de postulat de base. Allez voir un policier français, immédiatement, c'est le cow-boy ridicule. Collègue, il parle comme on dirait vraiment des caricatures sur pattes. Alors malheureusement, ils se reproduisent. Il y a des mecs sympas dans la police, on peut pas le nier. C'est pas ce qu'on a c'est pas ce qu'on a dans la rue. Ce qu'on a dans la rue, c'est des types agressifs. Et quand il y en a un qui est sympa, il est très rapidement contaminé par ces 3 collègues qui ont l'habitude de tourner et de maltraiter les gens. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir. Maintenant, ils découvrent, soi-disant, alors la France ne serait pas les États-Unis. Je vais recevoir un message de Linga Kebab. Pourrais-je avoir l'adresse de Gamal Abina pour que je puisse lui rendre une petite visite? Avec plaisir. Mais moi, je suis pas dans le salade tomate oignon. Désolé, je m'intéresse pas au kebab. Oh non, arrête. Attention, elle va t'attaquer pour injure publique, caractère racial. Ah, non, moi, ça s'appelle de l'humour. C'est même pas, elle aime pas Charlie. Ah oui, non, mais elle a pas trop d'humour, Linda Kebab. Faut le savoir quand même. Ça, forcément, quand on a un rôle. T'as à boire parce qu'on a fait les frais, là. J'ai vu ça, mais le problème de Linda Kebab, c'est qu'elle a une posture de quelqu'un qui soit fait semblant de dire ce qu'elle dit, elle n'y croit pas, soit le dit sincèrement, et à ce moment-là, il faut consulter, il faut être très clair. Je veux dire, quand on est dans le déni, moi j'ai horreur du déni. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à entendre ces gens-là, que, comme le dit d'ailleurs très bien le ministre de l'Intérieur, il dit oui, en France, la police est le reflet de la société. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la proportion. Je veux dire, il y a 35% de gens qui votent Front National, il y a une étude qui a été faite, c'est 50% chez la police. Donc, c'est pas le reflet de la société. C'est plus grave. Qui conteste cette étude. Hein. Ah, tout le monde conteste cette étude. C'est marrant, ils contestent toujours les violences, ils contestent les études, ils contestent j'ai vu par exemple, j'ai eu cette grande, parce que moi je respecte Roca et Diallo, se faire agresser par 2 personnes sur un plateau de radio. J'étais étonné du niveau d'agressivité, j'ai cru que c'était le syndicat de la police et que c'était en représentant les forces de l'ordre. Pas du tout. C'est une femme, c'est une ultra laïcarde, extrêmement violente, je dis même pas son nom tellement elle n'est pas intéressante encore une fois, qui l'a agressé, et le type qui est à côté, c'est un gars du Figaro. Et ils étaient là en train de dire, vous rendez compte de ce que vous dites? Non, c'est même pas Riofel, non, c'est certainement le rédac chef, je sais pas. Et ils commencent à l'agresser comme si c'était leurs parents qu'on l'agressait. Ils disaient non, ça n'existe pas, non, c'est pas vrai. Pour qui vous prenez? Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, ça me fait rire. On a des gens qui vous parlent, excusez-moi, de violence policière, alors qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. C'est que moi, j'aime bien entendre des théories. C'est vrai, ce que tu dis, Gamal. Évidemment. Ouais. Quand le jour où ils se prendront une droite, moi, je vous dis un exemple très perso. On va rentrer dans le perso. J'ai été pointé par un flic avec un flingue. J'ai été claqué contre une voiture. J'ai été humilié, jambes écartées, prise d'empreinte digitale. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Alors là, j'étais un criminel. Hein. Ils ont cru que j'avais agressé des gardiens dans un stade et que j'avais mis le feu au stade. Voilà. Oh, donc le soir, j'ai pris. Si j'avais su ça, je t'aurais jamais pris. Hein. Bah, parce que je suis un voyou. Ah ouais, t'es un voyou, non, c'est clair. T'es un voyou. Et le soir, j'ai pris une raclée par mon père. Alors que, après, celle-là, elle a dû faire mal, celle-là, par contre. Bah oui, parce que c'est une double injustice. Après, il a compris, mon père, que malheureusement, en face de nous, on avait un commissariat dont le type qui était à la tête du commissariat était un ancien de l'Algérie française. Donc, forcément. Et ça, on a connu. Donc, c'est pour ça, moi, quand j'entends ça, le déni comme ça permanent, il va falloir arrêter 5 minutes. Je veux dire, le déni d'une police violente, je reviens à Vichy. Je reviens au 17 octobre, je reviens aux années 70 où on tuait des Algériens dans la rue en cascade, je reviens aux années 80 où on ne savait pas s'il fallait s'arrêter parce que c'est la police ou s'il fallait courir parce que c'est les skins. Je reviens à une atmosphère qui est quand même détestable. Ça, ils font semblant de ne pas connaître. Je suis désolé. Quand vous avez des gens de la BAC en face de vous, j'ai vraiment une détestation pour la BAC qui est à un niveau que vous on a bien compris que c'est pas tes meilleurs amis, c'est clair. Ah bah, bon. Un petit peu. Je veux dire, ils vous agressent littéralement, c'est hallucinant. C'est pour ça qu'il y a un problème, il faut le dire. Merci mon Gamal, en tout cas pour ces confessions, ces confidences. Donc on en sait un peu plus sur toi chaque semaine. Et là, on est rentré quand même dans le dur, hein, quand même les amis. Vous avez vu, il s'est fait éclater par la police aussi lui. Ouais. Gamal Abina, accusé d'avoir foutu le feu dans un stade. Enfin,
Voilà le genre de voyou qu'on a dans l'LGF, quoi. Hein, Ah ouais. bon, en tout cas, elle, c'est sûr, c'est pas une voyou. Normalement, elle devrait pas avoir de problème avec la police parce que franchement, elle passe bien. Voilà, elle présente bien. Anna Guézard-Boicaz, dont je suis ravi qu'elle fasse son retour dans le LGF. Hein, bonjour Anna. Bonjour Christophe, je suis là, fidèle au poste. Merci beaucoup et je te rassure que je n'ai pas de problème avec la police. D'ailleurs, je n'ai de problème avec personne. Oui, voilà, c'est ça. Tu ne veux pas de problème avec la police et tu as bien raison. D'ailleurs, vivons dans la paix, prendre la paix. Mon prénom est Hannah, donc ça veut tout dire. C'est la paix en arabe. Exactement, la paix avec Anna Guézard-Boicaz. Bon, comment ça va Anna? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait longtemps. Je suis pas allée loin. Je suis toujours sur France Maghreb 2. On était confinés, chacun occupé de son côté, mais on fait partie de la même famille, de la grande famille de France Maghreb 2. J'étais juste un petit peu à droite ou à gauche, mais jamais loin, et je te suivais toujours. Mais de toute façon, je vais vous dire, ceux qui me font quelques infidélités finissent toujours par venir. Parce que la maison s'y sent bien dans le LGF. Vous voyez, absolument. Le LGF, tu l'aimes ou tu le quittes. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Ah ouais, bah attendez, voilà. En buvant un café, dit-il. Bon, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Alors, les rendez-vous d'Anna, on ne change pas les bonnes habitudes. Absolument. Alors, et on ne change pas une équipe qui gagne non plus. Exactement. Alors, je ne sais pas, notre ami Nabil, de l'autre côté de la technique, qui est chargé de nous appeler notre invité, devrait nous faire signe pour nous dire si elle est à téléphone ou pas. Madame Geneviève de Fontenay, que vous connaissez tous, bien entendu, sur France Maghreb 2. J'ai préparé une présentation. Merci, Christophe. Oui, bah alors vas-y, je te laisse, me tais, moi. Vas-y, fais ton boulot, Anna, après tout. Allez. Je voudrais savoir si elle est avec nous ou pas, déjà. Mais je suis là. Voilà. Bonjour, Madame de Fontenay. Bonjour. Pourquoi qu'on m'appelle Madame? Pourquoi on vous appelle comment? Geneviève, elle préfère qu'on l'appelle Geneviève, Christophe. Madame de Fontenay, Elisabeth de Fontenay, qui est une femme remarquable que je connais très bien, et c'est par rapport à elle que je veux pas qu'on cite Madame de Fontenay. Elle peut penser des fois que c'est elle et tout. Puis de toute façon, les gens m'appellent Geneviève, les éboueurs, et Geneviève, ça va bien, et les gens dans la rue, comme ça, n'importe qui, les gosses qui m'appellent et tout, c'est Geneviève, c'est tout. Bon, bah, bienvenue, Geneviève. Donc. Madame, c'est quelconque, madame. Bon, d'accord. Non, mais attendez, moi, je suis poli. Moi, j'ai été bien élevé par ma maman, hein, Geneviève. Non, mais là, non, bah, j'ai pas. Alors, je laisse Anna Guézard-Boicaz présenter donc l'invité que vous avez entendu, la voix qui vous est familière, que vous connaissez tous, bien entendu. La dame au chapeau, je n'ai pas vraiment besoin de la présenter, mais pour le peu de personnes vraiment qui nous écoutent ou dans le monde qui ne la connaissent pas encore, mon invité aujourd'hui est le symbole de la beauté et de l'élégance en France. Mesdames et messieurs, elle a changé la vie des personnes qui ont croisé son chemin. Si on parle de beauté, de paillettes et de contes de fées, on est obligé de parler de la Fondation Cyril, l'événement mondialement connu qu'elle a créé il y a quelques années, qui a marqué l'histoire de la France. Je parle du comité Miss France. Aujourd'hui, elle fait partie des symboles de la France. Nous avons les croissants, le fromage, la Tour Eiffel et Madame et Geneviève de France, mesdames et messieurs, et elle est avec nous dans le SGF sur France Maghreb 2. Bonjour, vous êtes trop gentil, vraiment, ça me touche beaucoup tout ce que vous dites. Le fromage, la Tour Eiffel et Geneviève de Fontenay, ça, c'est pas les penser celle-là. Absolument. C'est toujours un plaisir d'entendre votre voix, Geneviève, quoi qu'on aurait aimé vous avoir au studio de France Maghreb 2. Ben, je viendrai plus tard, quand il fera meilleur. Avec plaisir, on vous attend avec impatience. Geneviève, comment vous vous êtes débrouillée pendant le confinement? Oh, ben, je reste chez moi. Vous restez chez moi parce que j'ai pas envie de me balader avec un masque sur la figure. Donc vous refusez de porter un masque, Geneviève de Fontenay? Pour l'instant, tant que j'en ai pas besoin, ben, j'évite, puisque j'ai quand même mon fils qui est là, Saint-Cloud, j'ai des voisins adorables et tout, je manque de rien, voilà, j'ai un maghrébin que je connais depuis des années qui a une épicerie, il y a tout ce qu'il faut chez lui, et donc j'ai même pas besoin. C'est bien pratique. C'est à 10 minutes de chez moi, j'ai même pas besoin de mettre le masque pour aller chez lui. Mmh. Voilà. J'imagine que vous avez suivi quand même l'actualité. Que pensez-vous Je fais des émissions avec des coups de gueule, comme on dit.
Donc, bien sûr que l'actualité, j'aime autant vous dire que c'est pas le paradis en ce moment. Absolument. Mais justement, d'après vous, comment la France ou le gouvernement français a géré cette crise, cette pandémie mondiale? Là, ils ont mal commencé déjà. S'ils avaient fait ce qu'il fallait au début, on n'aurait peut-être pas eu tout ce qu'il y a eu. Parce que malheureusement, notre président Macron, je pense qu'il a. J'ai pensé toujours qu'il était trop. Finalement, c'est sa maîtresse, puisque sa maîtresse, son professeur, puisque c'était son élève, savait bien qu'il était l'élève de Brigitte, qui est maintenant devenue sa femme. D'ailleurs, Geneviève, je me permets de vous. Elle avait l'âge d'être présidente de la République. Justement, Geneviève, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Geneviève, le petit oiseau m'a dit que lors de vos échanges téléphoniques avec le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, parce que vous discutez avec lui, vous communiquez par SMS, vous, spontané et comme vous êtes, comme vous l'avez toujours été, vous lui avez dit qu'il aurait dû peut-être laisser Madame Brigitte Macron prendre les rênes du pays parce qu'il était trop jeune et que vous auriez aimé voir une femme présidente de la République. Oui, oui, parce qu'on a raté Ségolène Royal, parce qu'à ce moment-là, Ségolène avait vraiment toutes les qualités qu'il fallait pour être présidente. Malheureusement, c'est Bayrou qui s'est pas retiré, et c'est ce qui fait que c'est Sarkozy qui a été élu. Mais là, maintenant, à l'horizon, je vois pas trop quelle femme pourrait devenir en ce moment présidente de la République. Mais au moment de l'élection en 2017, elle aurait été Brigitte en face de Marine Le Pen, elle aurait peut-être été élue. Non, pas ce qui est passé, c'est passé. Maintenant, c'est fait. Mais là, je pense que le quinquennat va être difficile à finir. Hein. Il me semble que vous êtes la seule personne en France qui ose, qui se permet de s'adresser comme ça au président de la République. Justement, comment est-ce qu'il le prend, Monsieur Emmanuel Macron? Très bien. D'ailleurs, jamais j'aurais imaginé que j'allais comme ça correspondre par SMS avec un président de la République. J'en ai vu quand même pas mal derrière moi, mais jamais, ça m'est arrivé un jour de rencontrer Chirac, de dire bonjour, au revoir, tout à fait malin comme ça, par hasard, sur un plateau de télé ou un truc comme ça. Mais là, depuis, je l'ai rencontré le 4 février 2017. Et justement, vous voulez savoir comment j'ai rencontré, comment ça s'est fait? Oui. Parce qu'on avait fait une élection de Miss France à Lyon il y a quelques années, et le maire de Lyon m'avait téléphoné pour me dire Geneviève, j'aimerais bien que vous veniez. C'était le premier meeting de Macron à Lyon. Il m'avait dit ce serait bien que vous soyez là, etc. Bon, je prends un TGV, je vais là-bas, il me met là, il m'installe. Tout de suite, il y a Brigitte qui arrive. Oh, Geneviève, on est content que vous soyez là, c'est bien d'être venu. Après, lui, il passe pour monter sur le podium. Il me fait 4 bises. Très bien, merci. C'est bon. Et puis, après, là, il y a la presse qui me demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je viens en observatrice, mais je ne fais pas partie du tout de son association ni rien. Et je repars à la gare pour reprendre mon TGV. Et le hasard fait qu'on s'est retrouvés dans la même voiture, dans le même wagon que le TGV, dans le TGV. Alors évidemment, tout de suite, on a parlé, et puis on a fait des photos. C'est là qu'il m'a donné son portable. Et je lui avais dit d'ailleurs, si vous êtes président de la République, j'espère qu'au moins vous enlèverez la taxe de 8% sur les 440 et que vous le mettrez sur les PME qui s'écroulent les unes après les autres, qui sont taxées à 33%. Comment vous souhaitez faire ça? En tous les cas, depuis 2017, je lui dis, je lui envoie des CMS, je ne sais pas combien, mais il ne bouge pas. Hein. mais Geneviève, qu'est-ce que vous auriez changé? Qu'est-ce que vous auriez qu'il change, Monsieur Emmanuel Macron? Quand il taxe les habitations, la plupart des gens, ils ont du mal à se loger, ils ont plein de frais, etc. Mais tous les riches, vous savez qu'en ce moment à Paris, les logements, les appartements et tout ça se vendent à 25 000 € le mètre carré. Oui. Le triangle d'or, c'est-à-dire l'avenue Montaigne, là où il y a les immeubles aussi de Bernard Arnault qui a 100 milliards de fortune. Ils sont là à Neuilly, partout dans tous ces endroits. Ils sont très chers. Le Fillon avec son manoir dans la Sarthe et tout ça. C'est eux qui doivent payer des taxes d'habitation.
la villa de Johnny Hallyday qui est à côté de Saint-Cloud, qui vaut très cher. Croyez que Laetitia, elle n'a pas les moyens de payer une taxe d'habitation? Ben non, il veut pas, hein. Il veut pas, Macron. Combien de fois je lui dis, mais vous pouvez ramasser l'argent à l'appel, là. À l'appel. Alors que vous êtes en train de demander aux retraités qui ont bossé toute leur vie, et c'est à eux, ces gens-là, que vous allez chercher l'argent. Je rappelle qu'on est avec Geneviève de Fontenay dans les rendez-vous d'Anna. Ça fait vraiment beaucoup de bien de vous entendre, Geneviève de Fontenay, parce que tous autour de cette table, pas chacun chez nous, parce qu'on respecte encore, même si on est déconfinés, nous on est encore confinés. Vous savez, on a un peu de retard à l'allumage, nous. Hein. Eh ben, ça nous rappelle notre enfance, Geneviève de Fontenay. Moi, je me rappelle, j'attendais avec impatience début décembre avec Jean-Pierre Foucault. D'ailleurs, Jean-Pierre Foucault, c'est toujours votre ami? Écoutez, moi, j'ai jamais été fâché avec Jean-Pierre Foucault. Il n'y a qu'une chose que je lui disais quand il venait, parce que bon, il avait commencé à TF1 au début, il y a quand même quelques années. Puis à un moment donné, TF1 ne savait pas s'il allait le garder. Et c'est mon fils Xavier qui a dit si, il faut garder Jean-Pierre. Donc c'est ce qu'on a fait, on n'a jamais regretté. Mais ce que je lui reprochais, c'est que bon. Il présentait l'élection d'ailleurs avec un machasse devant, comment on appelle ça, parce que tout était écrit, il fallait que tout soit écrit. Alors, oui. Alors on lui disait, après l'élection, il y a le dîner avec les candidates, avec les familles, avec la presse, avec tout le monde. Mais lui, non, allez, il reprenait son manteau, son carton, puis il attendait l'année d'après pour faire la prochaine élection. C'est ça que je reprochais. Je lui dis simplement, je lui disais ça, je ne disais rien d'autre. D'ailleurs, un jour, il est venu chez Hanouna, il est venu avec un chapeau. Enfin, un chapeau, boulant évidemment, m'imiter. Et il a dit exactement ce que je lui reprochais. J'ai dit, ben oui, c'est vrai, pourquoi vous partez, pourquoi vous restez pas et tout. C'était tout ça, uniquement ça mes reproches. Le lendemain, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire, c'est sympa de votre part d'avoir fait ça, ça fait un petit clin d'œil qui m'a fait plaisir et tout. Et puis, j'étais contente qu'il ait fait ça. Et puis, mais sinon, il m'a jamais répondu, il m'a jamais envoyé un SMS de gentillesse, enfin c'est tout quoi, mais oui, il a choisi Sylvie Tellier quoi maintenant. Oui, bah. Voilà, bon, écoutez. Est-ce que ça s'est arrangé entre vous et Sylvie? Encore 45 000 €, hein. C'est pas mal. Pardon, Geneviève? Qui vous doit 45 000 €? Oui. Qui Sylvie Tellier vous doit 45 000 €? Non. Foucault. Ah, Foucault? Ah bon? Oui. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone, Geneviève, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Voilà, c'est parfait. Geneviève de Fontenay, on parlait de l'actualité. Je sais que vous la suivez beaucoup, vous la scrutez. En ce moment, il y a toutes ces manifestations un petit peu partout dans le monde qui ont débuté aux États-Unis avec la mort de George Floyd, ce policier qui a posé son genou pendant 8 minutes. Quel est votre avis, Geneviève, sur tout ça? Écoutez, je revois les images, les vidéos qu'ils ont passées pour cette personne qu'ils avaient mis par terre devant la voiture et que ce type était à 2 genoux en train de l'étouffer. Vous avez vu cette photo? Oui. Rentable de voir ça, qu'il était là avec ses 2 genoux et qui disait l'autre, laissez-moi respirer, qu'il y avait son copain qui était derrière, qui regardait. Mais j'étais malade de voir ça. J'ai dit, mais comment on peut être un être dit humain et faire quelque chose comme ça? C'est épouvantable. Et on a passé ça, on n'arrête pas de passer ça. Mais ça devrait, je sais pas moi, parce que c'est quand même la police. On sait bien qu'on a une belle police. Mais moi, quand je vois, j'en ai vu à la télévision chez nous, quand on voit un gosse ou quelqu'un qu'on met à plat ventre par terre, les bras attachés derrière le dos, et puis que le type il s'assied sur votre dos, comment voulez-vous qu'il soit pas étouffé? Hein, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? On peut très bien emmener quelqu'un, peut lui reprocher ce qu'il a fait, mais pas le martyriser comme ça dès le départ. Enfin, alors, Castaner vient de s'exprimer. La méthode de la prise par le cou sera abandonnée. C'est ce qu'il a annoncé, mon cher Gamal.
Gamal, une question pour Madame Geneviève de Fontenay qui est avec nous aujourd'hui. Gamal, toi qui, peut-être, ça te rappelle des souvenirs quand même. À tous, Geneviève de Fontenay. Gamal. Oui, déjà, je vous salue pour commencer. Effectivement, ce que j'apprécie chez vous, c'est votre franc-parler, ce qui est pas courant. Et si vous aviez l'occasion d'avoir Monsieur Macron au téléphone, il faudrait peut-être lui dire que la maison France est en train de prendre le feu et que le fait qu'il soit si peu présent. Je lui ai dit, parce que je l'appelle Emmanuel, je l'appelle fois rien du tout parce que j'enseigne mes SMS les uns derrière les autres. Je lui ai dit, à l'heure actuelle, la France est un foutoir national. Un foutoir national. Vous êtes là, en tête. Voilà. Bon, parce que c'est bien tout ce que je lui dis. J'arrête pas. Mais d'abord, on sent bien d'abord le gouvernement, il faut voir. Hein. Bon, les ministres femmes, c'est pas des extrémistes hein, dans l'ensemble. Hein. Bon. Qui est la plus belle, Geneviève? Qui est la plus belle selon vous? Bon, on sent que, bon, on ne veut pas discuter de sa vie spéciale à Macron, mais on sent qu'à l'Élysée, il y a un malaise, il y a un grand malaise, il y a des pour, il y a des contre, etc. Moi, j'ai vu, vous avez vu son émission dernièrement sur BFM, là, où il est en train de saccager, de défigurer l'Élysée. Il avait mis des espèces de panneaux gris, des tables qui ressemblaient à je sais pas quoi. Enfin, je dis, mais il avait mis un tapis affreux dans l'entrée de l'Élysée. Mais qu'est-ce qu'il fabrique et tout? Mais je lui ai dit, écoutez, je comprends pas, vous n'avez pas le droit quand même de tout changer comme ça. Si ça vous plaît pas, pourquoi vous retournez pas en Picardie, chez vous? Enfin, c'est pas normal de voir, vous êtes dans un bâtiment qui appartient à toute la France et tout. C'est comme si vous allez à Versailles et que vous commencez à amener vos bureaux à vous, ou je sais quoi, ou des chaises à vous. Enfin, il y a des moments, je me demande à quoi ils pensent. Alors, Geneviève de Fontenay, Anna, je me permets une dernière question parce que c'est important en ce qui me concerne, Anna, évidemment. Hein, juste après, donc, l'épisode de Miss France et de tout ce qui en a découlé, vous aviez-vous organisé votre propre concours? Ça s'est arrêté, Geneviève de Fontenay? C'est-à-dire que j'ai fait un concours quand il y avait eu deux scandales. Une des Miss France qui n'avait pas respecté l'engagement, qui était interdit de faire des photos qui ne sont pas des photos habituelles pour Miss France, mais qui a quand même été élue. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait son année avec elle, j'ai laissé avec Céline Vitellier. Et puis, il y a eu surtout une Miss Paris qui avait fait des photos aussi vraiment pornographiques que j'avais jamais vues avec une Miss Paris. Donc là, j'étais à ce moment-là à la Société Miss France, puisque je suis resté quelque temps, pas longtemps, hein, 1 ou 2 mois au bureau de la Société Miss France. Et j'ai dit, j'ai plus rien à faire là. C'est là que j'ai dit, je m'en vais. Parce que et là, j'ai fait Prestige National et j'ai fait 5 ans. On l'a fait 2 fois au Lido. Bon, mais seulement ça coûtait cher. J'avais pas évidemment tous les moyens pour faire ça longtemps. Mais je me suis dit, bon, j'ai quand même montré que je pouvais faire autre chose. Ça m'a suffi pour faire ces élections. Puis après, j'ai dit, j'arrête. Maintenant, c'est plus la peine. Voilà. Anna. Non, du fait que c'est plus du tout l'ambiance que j'ai connue, tout ça, c'est une société maintenant qui est complètement polluée, contaminée. Il faudra arrêter la 5e République. Ah, carrément. Oh là là, mais il y en a marre, c'est toujours les mêmes qui sont là. Les députés s'empiffrent de retraite et tout ça. C'est insupportable. Ça devient insupportable. Enfin, quand même, quand je vois le maire de Lyon, là, qui est venu se faire élire au Conseil constitutionnel qui dure 9 ans, mais comment on peut mettre 9 ans quelqu'un comme ça et tout? Alors, c'est toujours les mêmes. Vous êtes adorable, Geneviève. Anna, juste, on fait une petite page pub. Alors, Geneviève de Fontenay, écoutez-moi. On va juste faire une petite page pub. Vous allez entendre dans vos oreilles un peu de musique. De la Méditerranée, vous allez voir, c'est sympa. Et puis on se retrouve dans un instant. Ne raccrochez pas, Geneviève. On finit notre entretien avec Anna Guézard-Bocas dans un instant. D'accord? À tout de suite, Geneviève. À tout de suite, je bouge pas. Merci. Merci.
Le Grand Elle est Forum adorable. avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Sacré phénomène quand même que Geneviève de Fontenay, hein, Anna. Ah, Alors, c'est une- comment ça réagit sur Facebook? Steph Bouffoni, on a énormément de réactions. Hein. Steph Bouffoni a écrit bon ben, elle sait aussi quel courage. Hicham Zahir a écrit étouffé pour un faux billet de $20, c'est inacceptable, inhumain. Nadia Lachi a dit qu'elle n'entendait pas. C'est vrai que par moment on l'entendait un petit peu moins. Steph Bouffonite a écrit « Il est pire qu'Hitler, ils sont tous coupables. » Hicham Zahir, les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas, avec beaucoup de rire. Ensuite, il a écrit « Oui, mais Madame Geneviève, pourquoi vous avez vendu votre entreprise ?» Il a écrit « Mafieuse ». Endemol, ce n'est pas n'importe qui, on peut pas, ce n'est pas n'importe qui, on peut difficilement faire moins satanique qu'eux. Ça, c'est l'avis de Hicham Zahir et ça n'engage pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Geneviève de Fontenay, profitez-en. Hein, des questions sympas. Vous avez vu, c'est une personne qui a un certain âge quand même. Hein. Et je pense que Emmanuel Macron, Gamal, je sais pas ce que tu en penses, il a dû regretter de lui avoir filé son numéro. Elle lui envoie régulièrement des messages, des textos. À chaque fois qu'elle regarde les infos, il y a quelque chose. Elle a dit à la chaîne, elle lui envoie plein de textos. Elle mâche pas ses mots. Hein, c'est pas le genre de personne à qui il faut donner son numéro de téléphone quand on veut devenir président, parce qu'on risque de se faire harceler quand même. Voilà. Bon, n'hésitez pas. Oui, Anna. Elle est courageuse, franchement, elle est courageuse d'être comme ça, directe, entière, d'utiliser des mots crus et voilà, elle prend pas en considération la personne à qui elle s'adresse, ni son statut social. Elle dit les choses telles qu'elles sont, comme elle peut faire une remarque à un passant dans la rue ou à un commerçant. Voilà, elle s'adresse au président de la République comme si elle s'adressait à n'importe qui. Puis surtout, bon, moi, je qui suis pas un fan, je pense Gamal non. Ah, quoique Gamal peut-être. Je suis pas un fan de tous ces concours de beauté, machin truc, parce que moi, je considère que ça fait parfois passer la femme comme un objet, et c'est un peu dérangeant. Mais elle est vraiment intransigeante justement sur le respect de la femme. Et elle a poussé de nombreux coups de gueule par rapport à son concours lorsqu'elle était présidente de Miss France. Oui. Elle était vachement regardante sur une femme qui aurait pu faire des photos un petit peu osées, même des petits trucs, une tenue, un mauvais geste, tout ça. Elle est très, très regardante sur la posture de la femme. Pour elle, une belle femme, c'est pas une femme déshabillée. Oui. Et ça, je suis assez d'accord, hein, Gamal. Je sais pas ce que tu en penses. Dirigé par une autre personne, Christophe, ça aurait été pire. Je pense que voilà, le Miss France. Après, je laisse Gamal répondre. Oui, non, simplement, là, je la rejoins complètement. La beauté, c'est pas révélé. La beauté, c'est subtil. Et lorsqu'on se retrouve avec des femmes qui sont totalement déshabillées, je vois pas l'intérêt. Le charme, c'est pas ça. La beauté, c'est pas ça. C'est une façon de valoriser la femme. C'est pas de la réduire au rang d'un objet sexuel. Et je comprends son conservatisme parce que finalement, elle est un petit peu comme ma mère là-dessus, comme beaucoup de personnes qu'on côtoie. On se dit que vraiment, quand on jette en pâture la nudité pour faire plaisir, satisfaire du vice, ça n'a aucun intérêt. Là-dessus, je la rejoins, il n'y a pas de problème. Bon, on va pas tarder de retourner à l'antenne pour retrouver Geneviève de Fontenay qui est avec nous dans les rendez-vous d'Anna qui font son retour tous les lundis, les amis, à 17h. L'avantage, c'est qu'on est chez nous, elle est chez elle, on la voit, elle est rayonnante, elle est magnifique, notre Anna. Elle nous avait manqué et je suis vraiment content de la revoir aujourd'hui, plus resplendissante que jamais. Notre amie Anna qui est Zarboicaz. Je te remercie infiniment, Christophe. Mais c'est sincère, ma chère Anna, tu le sais très bien. Je sais. Bon. Ça, je sais. On en est où au niveau de la pub, là, les gars, là? Parce que ça dure longtemps, je trouve qu'on met beaucoup trop d'argent dans les caisses de la radio, là. Hein. Notre salaire, il augmente pas, nous. Hein. Tu vas nous porter de mauvais œil, Christophe, voyons. Non, mais c'est pas normal, ça, les gars. Moi, je veux dire, il y a plein de pubs, tout ça. Moi, ça veut dire que mon salaire doit augmenter. Ou alors, il paraît qu'on file tous les pubs pendant le LGF. Alors que le LGF est très, très écouté, visiblement. Hein, je dis ça, je dis rien. Enfin, je l'ai dit quand même. Bon, eh ben, merci d'être avec nous. 17h24. Juste après Geneviève de Fontenay, Anna, tu restes avec nous pour finir l'émission. Un petit zapping sympa qui va mettre en colère Gamal. J'aime bien. C'est un peu le Geneviève de Fontenay au masculin, finalement, Gamal Abida. Ah ouais. C'est gentil. Quand il pousse ses coups de gueule et tout. Voilà, on adore.
Ouais. Ah, ça sent Alors, la fin de pub, ça. Attends. Allez, jingle pour Ethan. Alan, Allez. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Tour sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui dans les rendez-vous d'Anna, Madame Geneviève de Fontenay qui est avec nous, bien entendu, dans les rendez-vous à d'Anna. Donc, Anna Guézard-Boicaz, toujours avec Geneviève de Fontenay pour une nouvelle question pour les quelques minutes qui nous restent. Alors, Geneviève, que pensez-vous des attaques que subissent les femmes voilées ou celles qui portent la burqa? Je sais que je vous ai posé la question il y a quelques temps. Je suis très contente que vous m'en parliez. Parce que ça m'a beaucoup énervé. D'ailleurs, je suis venue un jour chez Morandini avec un voile sur mon chapeau. Bon. Parce que j'ai dit, il y a la burqa telle qu'elle est vraiment de la tête aux pieds, ça évidemment, ce n'est pas admissible même pour ces femmes qui sont encore au XXIe siècle, encore voilées de cette façon. Mais les Maghrébines, d'ailleurs, j'ai fait une émission d'ailleurs avec une de vos Nadia Lazouni, ravissante, qui est une amie. Et tout. J'ai dit, parce que je voyais sur les plateaux de télévision à chaque fois, oui, sont voilés. Le voile, c'est un rideau, c'est une tenture, c'est quelque chose qui cache. D'ailleurs, vous remarquerez dans la météo, on parle toujours du soleil caché, de la lune cachée. Oui. C'est un mot qui veut dire quelque chose. Tandis que là, elles ont un foulard. Les grands couturiers, ils font des foulards, que ce soit chez Hermès, chez Dior et tout, mais ils font pas des voiles. On voit leur visage, et en général, elles ont de beaux visages. D'ailleurs, je regrette d'avoir pas eu une Miss France d'origine maghrébine. C'est mon plus grand. Avec le voile, Geneviève, ça aurait pu être possible? Pas le voile, non, mais elle aurait été avec son foulard ou autre. Mais bon, on aurait mis, pourquoi pas, hein, on aurait mis une couronne sur son front, quoi, avec le foulard. Ça n'aurait pas gêné. C'est un très très beau message. Hein. Ouais, magnifique. Bravo Anna pour la question. Dans les mariages, chez nous, vous avez remarqué que la mariée, quand elle arrive à l'église, elle a un coup de voile sur son visage qu'elle relève quand elle arrive devant l'autel. Mais c'est quelque chose qui voile. Or, leur visage n'est pas voilé. Ce n'est pas le terme qu'il faut. C'est comme là, à Nice, je me souviens, j'avais un journaliste qui m'avait téléphoné Nice matin, parce qu'il y avait la Estrosi qui avait envoyé un flic pour faire une contravention à une maghrébine qui était en burkini. Alors il me dit, qu'est-ce qui se passe, Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça me gêne pas. Pourquoi ça vous gêne qu'elles soient en burkini, alors que chez vous, sur la Côte d'Azur, elles sont toutes en birkinu? Bon, alors là, il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je dis, moi, ça me gêne pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Là, c'est le contraire. Et surtout sur la côte, où les filles, elles ont une ficelle dans les fesses et rien en haut. D'ailleurs, Geneviève, vous m'aviez dit, je préfère qu'elle soit voilée et couverte, au moins, au lieu qu'elle soit dénudée, au moins, elles ne vous voleront pas vos maris. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, bien sûr, parce que là, et c'est justement là. D'ailleurs, j'avais remarqué aussi on avait dit que après les vacances, il y avait beaucoup plus de divorces. Ouais. Alors, évidemment, quand il y a Bobonne qui est assise, qui a des fesses comme l'arbre de triomphe, et puis que le mari voit passer les filles comme ça, ça doit le bouleverser. Geneviève, lors du dernier événement de Miss World qui a eu lieu aux États-Unis, il y a eu un participant ou une participante qui a représenté l'Espagne, qui est transsexuelle. Tu veux nous énerver, ça y est. Est-ce que ça aurait pu se passer ici en France? Là, j'ai bondé. D'ailleurs, c'est Sylvie Tellier qui avait dit dans un article dans le Parisien qu'elle envisageait très bien de faire une Miss France transgenre. Alors là, j'ai dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Parce que depuis 1920 qu'existe l'élection de Miss France, de 1920 d'ailleurs à 1930, il y a eu entre-temps celle qui est devenue la Begum Agacan, qui s'appelait Yvette Labrousse, qui était fille d'un conducteur de tramway. Et puis ensuite, c'est après la guerre, en 1947, la première élection de Miss France, c'est Louis de Fontenay
c'est Louis de Fontenay, mon compagnon, qui j'ai perdu malheureusement. Eh bien, c'est lui qui a fait la première élection de 47, et après, moi, je suis arrivé. Et d'ailleurs, le comité Miss France existe depuis 1954. Cette ligne téléphonique, c'est toujours le même téléphone. Et donc, alors là, Sylvie Tellier s'est approprié le centenaire de Miss France. Je lui ai dit, attendez, respectez au moins Louis de Fontenay, qui a été le premier à faire tout ça. Non, elle voulait s'accaparer ça aussi. Je lui ai dit, mais c'est pour ça qu'il y a des moments où on se demande où on arrive, quoi, vraiment. Et c'est pour ça que je suis contente finalement d'avoir tourné la page, parce que je ne me sens plus du tout dans les éléments, dans les atmosphères que j'ai connues et tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien continuer à faire des interviews et à dire ce que je pense sur ce qui se passe, de notre situation à tout le monde, là, qui est quand même très, très inquiétante. Très inquiétante. Geneviève, puis-je me permettre d'être indélicat un petit peu? Est-ce que vous pourriez nous donner votre âge? Ben oui, je vais avoir 88 ans. De 30 ans. La Ibelec, comme on dit. Merci. Anna. On souhaite mon anniversaire. Je ne veux quand même pas fêter une année de moins de ma vie. Bah évidemment, évidemment, vous avez raison. C'est la fin de Geneviève, c'est tout. Geneviève, parmi les choses qui vous fâchent, c'est d'autoriser l'adoption aux couples homosexuels. Ah, attendez, j'avais aussi trouvé quelque chose, parce que j'ai des amis homosexuels. D'abord, dans la couture, ils sont tous comme ça, et c'est beaucoup d'amis. Et justement, ça m'avait un peu agacé quand il y avait eu, avec Taubira et puis la ministre de la Famille, qu'on mette les homosexuels comme ça en paquet dans le mariage pour tous. Bon. Parce que le mariage, que ce soit dans toutes les religions, dans le monde entier, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour transmettre la vie. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore autre chose. Hein. Bon. Et j'avais trouvé une dénomination, le guérillage. Un guérillage, c'est-à-dire G-A-Y, un petit bout du mariage, et puis on pouvait mettre encore après gay, G-A-I, un guérillage gay. Bon, et j'ai eu quand même plusieurs articles dans les journaux, et puis de mes amis aussi, je trouvais que c'était bien. D'ailleurs, je suis allée à un mariage de deux journalistes qui m'avaient dit, Geneviève, ce serait bien que tu sois là et tout. Ben oui, bien sûr, je vais venir. Et je l'avais dit au moment à la mairie, il y avait un micro, je leur avais dit, vous êtes mon premier guérillage et tout. Enfin, tout le monde avait applaudi, oui, c'est une bonne idée. Voilà, je la relance encore chez vous. Mais au moins, ils existeraient officiellement. Officiellement, au lieu de les fourrer comme ça, comme un paquet dans le mariage pour tous. C'est pas encore résolu, mais enfin, j'avais proposé. Mmh. Alors, Geneviève, lorsqu'on discute hors antenne, lorsqu'il m'arrive de vous souhaiter une longue vie, vous me dites non, je suis pas prête, je ne veux plus. Vous êtes tellement agacée et déçue de ce qui se passe de cette époque-là que vous regrettez l'ancienne et la belle époque, Geneviève de Fontenay. Ah oui, bien sûr que je suis arrivé quand même, je suis né en 32, alors il y a quand même eu aussi des guerres, il y a eu des choses, mais quand même, je ne pense pas avoir connu une atmosphère comme maintenant où tout est, je sais pas, quand vous voyez ce qui se passe dans les abattoirs aussi, tiens, pour revenir à ça, ces bêtes là qui sont tuées avec des choses qui ne devraient pas se faire, parce que finalement les abattoirs, il y a des bêtes islamiques, si on peut dire, puisque l'islam interdit d'endormir avant de dégorger. C'est leur vœu, c'est comme ça que ça se passe dans les abattoirs. Les bêtes sont égorgées sans être endormies. Bon. Pourquoi on ne fait pas des abattoirs islamiques? Nous, on a bien des mosquées, on a des églises. Eh ben, il y aurait les abattoirs catholiques, si on peut dire, et les abattoirs islamiques. Et les animaux ne seraient pas tués comme ils sont. Et personne, combien de fois je l'ai dit, il n'y a pas un ministre de Guillaume, là, qui est ministre de l'Agriculture, et qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il s'occupe bien des animaux, on l'a trouvé assister à 6 corridas avec ces pauvres bêtes aussi
faire de spectacle pour les égorger et tout ça. Mais on voit des choses exceptionnelles comme ça qui sont intolérables et que personne ne dit jamais rien. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Il n'y a pas un journaliste qui a l'idée de le dire. C'est pourtant simple. Hein, ils font leurs abattoirs à eux et le problème est réglé. Ah ben non. Anna, dernière question. L'avant-dernière, mais je vais être brève. Je vais demander à Geneviève d'être aussi brève, s'il vous plaît. Lorsque vous étiez à la tête du comité Miss France, etc., vous avez passé toute votre vie sous les lumières et vous étiez toujours entouré, sollicité, toutes les célébrités vous sollicitaient. Aujourd'hui, est-ce que votre téléphone sonne autant? Ah oui, enfin pas autant bien sûr, mais j'ai toujours et justement comme c'est le numéro, on le trouve sur l'annuaire, c'est pour ça que je dis toujours que si je ne sais pas qui m'appelle, je réponds pas parce que sinon j'aurais trop d'appels, mais j'en ai encore, oui j'en ai encore. Mmh. Et après avoir vu les funérailles de Johnny Hallyday, après une longue vie, on vous souhaite quand même une longue vie, même si vous voulez pas que je vous la souhaite. Mais en tout cas, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse les mêmes funérailles, qu'il y ait autant de rassemblements? Non, je veux aller de chez moi, directement de chez moi au cimetière. Pas de cérémonie. Aucune cérémonie. Non. Parce que je pense que ça devient du spectacle. Quand j'ai vu celui de Vos, là, que tout le monde applaudit devant le cercueil qui rentre dans la voiture, non, on ne peut pas applaudir. On peut pas applaudir. Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça caricatural. Non, moi je veux pas de cérémonie. D'abord parce que quand je serai dans ma caisse, hein, comme on dit, j'entendrai rien. Alors, c'est pas la peine de aller directement dans ma dernière demeure, si on peut dire. Rejoindre mon cher Louis de Fontenay, c'est lui qui a fait ce que je suis. C'était une personne vraiment formidable qui a fait de ma vie ce que je suis. Et mon fils aîné, Ludovic, que j'ai perdu. Et ben voilà, je vais les retrouver tous les deux, mais dans le calme le plus complet. Voilà. Merci Geneviève, en tout cas. Merci beaucoup parce que voilà, vous nous avez fait. On a grandi avec vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et votre voix, vos coups de gueule, en tout cas, continueront longtemps, j'espère. Merci. Continuer avec vous, hein, quand vous voulez. Ben oui, avec grand plaisir, Geneviève. Vous êtes la bienvenue dans le grand forum. Christophe, est-ce que je peux la remercier en 2 mots? Bah, bien sûr, Anna, voyons, c'est ta collègue. On sait que la France et le monde entier est partagé. Il y a des paramètres sociaux, des problèmes de sécurité, etc. Mais c'est l'amour de Geneviève de Fontenay qui nous réunit. On est tous d'accord sur le fait que vous êtes une grande dame. Et vraiment. Mais en tout cas, moi, j'ai parler comme ça avec vous quand vous avez envie, c'est tout. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, Geneviève. On vous souhaite... Est-ce qu'on peut vous embrasser, Geneviève? Moi, je vous embrasse tous aussi. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Merci. Christophe, j'ai une question pour Geneviève. Ah, bougez pas, Geneviève, il y a une question. Ouais, j'ai une petite question, parce que sur une de vos publications, j'ai bien cherché, et puis d'un coup, j'ai vu derrière Miss Algérie. Vous avez présenté Miss Algérie? Oui, 2 fois. J'étais à 2 élections. J'étais à oui, et je suis allée aussi à une Miss Maghreb à Marseille aussi. Oui, non, mais moi j'ai connu beaucoup de jeunes femmes charmantes et tout. C'est pour ça que ça m'énerve quand je vois les gens qui disent des bêtises. Là, avec ce qui se passe en ce moment avec cette jeunesse là, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qu'on évoquait au début qui ne devraient pas se passer. C'est quand même pas normal de réunir comme ça. Alors c'est curieux que la semaine dernière, quand ils sont venus devant cet horrible palais de justice qu'ils ont fait avec l'horreur affreux, il y a eu 23 000 personnes. Beaucoup de jeunes d'ailleurs, je remarque que c'est jeunes, il y a autant de filles que de garçons, moi. C'est vraiment. Et là, le samedi, eh bien, c'était revenu 23 000, mais pour toute la France. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus que 5 000 à Paris, alors qu'il y avait autant de monde que la semaine dernière. À mon avis, c'était les mêmes. Hein. Ben non, tout d'un coup, parce que ce préfet de police, alors il est gratiné aussi, celui-là.
chapeau, il tient sur ses oreilles. Tellement sa tête est petite. Alors, il avait interdit les manifestations, et malheureusement, heureusement, qui ont lieu quand même. Alors, c'est lui qui a dû dire qu'il n'y en avait que 5000 personnes. Voilà. Il vient de Bordeaux, il ferait bien de retourner à Bordeaux. J'ai dit à Macron, j'ai dit votre préfet de police de Paris, il est gratiné. Hein. Bon. Merci Geneviève, vraiment merci beaucoup. À très bientôt, on vous embrasse. Infiniment. Moi aussi, merci de votre invitation. Au revoir Anna, au revoir Nabil. Merci beaucoup. Voilà, Nabil, salut. Salut. Ouais. Non, franchement, merci beaucoup Anna. Pour retour, là, tu nous as gâtés. Je t'en prie, je suis là. Alors, la semaine prochaine, on aura qui? Alors, laisse-moi 2 secondes pour que je vérifie mes fiches. La semaine prochaine, on recevra dans les rendez-vous d'Anna un grand acteur français, mesdames et messieurs. Il a été récompensé dans une dizaine, voire une vingtaine d'événements mondialement connus. L'acteur Bruno Henry sera avec nous. Ah, il connaît Gamal ou pas? Ah non, c'est bien tout. Bruno Henry. Ouais, Il connaît pas tout. Kamel, il est branché politique. Non, mais il est aussi branché cinéma, t'inquiète. Je suis très cinéphile. Hein. Je vais regarder parce que je dois connaître. Bon, reste avec nous, Anna. Hein, parce que je suis vraiment content de t'avoir avec nous, franchement. Oui, j'espère que les auditeurs et les téléspectateurs, les internautes qui nous regardent depuis la page Facebook, les réseaux sociaux, sont aussi contents. Évidemment. Dites-nous en commentaire, s'il vous plaît, si vous voulez. Au vu des messages, il demande ton départ immédiatement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Trahison, j'ai pas compris. C'est quelle histoire de trahison? Quoi? Non, je déconne. C'était une blague. Fifi, sois pas jaloux, c'est pas grave. Alors, on va passer maintenant. Oui, comme ça, je connaissais Bruno Henry. Je n'étais pas sûr. Il a fait beaucoup de téléfilms et c'est un gars qui a une voix particulière. Il fait beaucoup de doublage, mais je connaissais. Oui, oui, il fait je crois que c'est lui qui fait la voix de Mel Gibson. Il me semble, ouais, je suis pas sûr. Je sais qu'il fait vraiment doublage pour le film. Il fait la voix d'un acteur connu, mais lequel? Je te dirai tout lundi prochain. Pourquoi vous êtes un peu dans le LGF? D'accord, ça marche. Alors, tu sais que maintenant, Anna, depuis que Christophe il fait des 30 000, des 150 000 vues, ça y est, il est au-dessus. Stratosphérique. J'espère. Évidemment. Il mérite de faire des millions de vues, Christophe, parce qu'il dit des choses très importantes. C'est pas Christophe, c'est toute l'équipe du LGF. Pour cela. Voilà. Anna, merci de vous abandonner et de partager. Quoi? Tu vas nous abandonner, toi? Non, j'ai dit merci de vous abonner à notre page et de partager notre émission. Je comprends rien, le mec est sourd. Non seulement il est déjà atteint, mais en plus il est sourd. Je parle de moi, évidemment. Bon, allez, voici le zapping. Avec cette première vidéo. Elle date il n'y a pas longtemps, c'était ce matin. L'invité de Jean-Jacques Bourdin, c'était Éric Ciotti. Et voici ce qu'il déclare. Dire que la police est raciste est une contre-vérité. Ciotti, ce matin, chez Bourdin. Regardez, écoutez. Alors, c'est laquelle? C'est la première. La police est raciste, c'est la première, Alan. Voilà, c'est bon, on y va. Allez, hop. On enchaîne, les amis. On voit que ça transpire. Certains, il peut y avoir des racistes. Il peut y avoir des journalistes racistes. Il peut y avoir des hommes politiques. Les journalistes racistes, ils sont condamnés. Il peut y avoir, mais les policiers aussi. Les policiers sont-ils condamnés? Bien sûr, il y a eu des condamnations. Quels sont les chiffres? L'année dernière, il y a eu 30 procédures pour racisme. Il y en avait 46 en 2018. Procédure est une chose. Combien de policiers ou de gendarmes ont été condamnés pour propos racistes? Je ne sais pas très exactement. Spécialiste des questions de police et gendarmerie. Très exactement sur les condamnations judiciaires. Vous savez, les procédures judiciaires, elles durent plusieurs années. En tout cas, il y a un moment où elles s'arrêtent, les procédures. 46 procédures pour racisme. C'est un rapport qui est sorti aujourd'hui chez vos confrères, chez certains de vos confrères aujourd'hui, et 30 en 2019. Donc ça a d'ailleurs diminué. C'est un fait important. Ensuite, il y a des condamnations, comme il y a des condamnations pour propos racistes sur toutes les corporations. Donc dire que la police
je le dis, est une contre-vérité qui ne repose que sur une approche idéologique. Moi, je conteste cette vision et je demande d'ailleurs, j'ai entendu hier M. Mélenchon a demandé à ce que le président de la République s'exprime. Manifestement, M. Macron a écouté M. Mélenchon puisqu'il y a un propos qui est rapporté par vos confrères où il demande au ministre de l'Intérieur qui sera là demain matin à votre place et qui va s'exprimer sur la question. Je demande aussi au président de la République, comme au ministre de l'Intérieur, de dénoncer ce procès collectif qui est fait à la police. Ne confondons pas des actes individuels qui naturellement sont condamnables, qui doivent être condamnés avec. Vous avez vu ces groupes de policiers qui discutent, sur les réseaux sociaux. Et la justice, est-ce que la justice, la justice a été saisie. Est-ce que ces policiers doivent être révoqués? Oui ou non? C'est l'enquête judiciaire qui le dira. Et si les propos sont avérés, est-ce que les policiers doivent être révoqués? Voilà, Ciotti, c'est bon. Ciotti, ce matin, chez nos confrères de RMC et BFM, on voit que c'est un grand défenseur de la police. D'ailleurs, il a fait un projet de loi, Gamal, qui vise quasiment à interdire la diffusion d'images de violences policières. Et d'ailleurs, il y est revenu ce matin en insistant en disant non, je veux pas ça. Je veux juste que quand on diffuse la photo de policiers, ce qu'il soit flouté pour des raisons de sécurité. Voilà. La blague. Il y a déjà une chose qu'il dit qui est intéressante. Alors, en dehors du projet de loi bidon qu'il voulait mettre en place, il est gentil, Ciotti, parce qu'il dit qu'effectivement, il y a des procédures qui sont entamées contre la police. Je rappelle que les condamnations, il y en a moins d'une dizaine sur 50 ans. Voilà, c'est ça la réalité. Moins de 10 condamnations, c'est souvent des mutations, des mises à pied, mais les policiers ne sont ni révoqués, ni condamnés, et encore moins mis en prison. On se rappelle de l'affaire d'Amal Bentounsi, le frère qui a été tué une balle dans le dos, c'est quand même la mort d'un homme. Le policier a eu droit à quoi? Il a eu droit simplement à une mutation et 6 mois de prison avec sursis, donc pas du tout de prison, évidemment. Il n'a pas été inquiété d'autres mesures. Ensuite, il dit, il y a des procédures. Il a raison. Ce qui est problématique, c'est que quand vous allez attaquer un policier, quand vous allez faire n'importe quel type de délinquance, vous pouvez subir une comparution immédiate. Bizarrement, pour la police, il n'y a jamais de comparution immédiate, même lorsque les faits sont caractérisés. Je veux dire, sur un plan pénal, ils ne font pas de comparution immédiate simplement parce qu'ils considèrent que le policier est un agent assermenté et le bras armé, c'est comme ça que je l'appelle, de l'État, et qu'il faut garantir leur impunité. Ensuite, il dit qu'il n'y a pas de racisme dans la police. Moi, j'aime beaucoup ça, mais il n'y a pas de statistiques ethniques, c'est une chose. Il n'y a pas de condamnation, c'est autre chose. Il y a très peu de procédures, c'est une réalité. L'IGPN fait partie de la police, donc elle n'a aucun intérêt à massacrer ses propres policiers. Ils les appellent en interne les bœufs carottes. C'est vous dire un petit peu la familiarité. Mais le problème avec Ciotti, c'est qu'il est toujours dans le deux poids deux mesures. Par exemple, quand il a dit qu'il ne fallait pas que les policiers soient filmés, c'est bien de cela dont il parlait. Il parle de contre-vérité, moi je dis menteur. Il faut assumer ses propos. Moi, je considère que le policier qui intervient doit immédiatement enclencher une caméra pour qu'on sache comment se passent ces interventions et que lui-même soit aussi un agent de l'État qui soit injusticiable comme les autres. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on prétend, dans le déni permanent, qu'il n'y a pas de problème avec la police. Et je rappelle une dernière chose, très importante historiquement, la même police qui avait massacré les Juifs et qui les avait livrés aux nazis dans les années 40 a eu le même type d'éducation que la police de Vichy de Papon, qui utilisait les mêmes méthodes sur les Algériens pendant 7 ans et demi de guerre, a la même méthode de répression dès qu'ils ont un problème avec des manifestations qui s'opposent à eux, que ce soit les communistes à l'époque ou après plus récemment les Gilets jaunes. C'est-à-dire que la police est la garante de la force publique de l'État. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on sort ce bras armé parce que c'est l'ultime recours qui reste avant l'armée. Donc évidemment, on a tout intérêt à faire corps avec la police, à ne pas les déjuger. Mais quand on tombe dans le ridicule de dire la police n'est pas raciste, c'est aussi stupide que dire les Arabes sont. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tout le monde, hey, il y a des racistes dans la police, il y a un problème à régler, il faut régler ce problème une bonne fois pour toutes et il faut des garde-fous pour que les policiers ne s'autorisent pas à faire ce qu'ils veulent sur le terrain dès que les juges la nuit dorment, par exemple. Donc la question qui se pose, c'est pas de savoir si la police est raciste, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour que les policiers racistes soient définitivement mis hors jeu. Ça signifie licencier, qu'on arrête de leur garantir une impunité. Et ça, M. Ciotti ne peut pas le dire parce que quand on voit ses postures politiques, lui-même est déjà grave. Il est orienté. Je ne sais même pas pourquoi il n'est pas au Front National. Toutes les positions qu'il a, elles sont extrêmement douteuses vis-à-vis des populations immigrées. Donc c'est ça la question qu'on doit poser. Moi, je ne veux pas entendre un type comme ça. Lui qui est lui-même immigré d'ailleurs. Ciotti. Oui, mais italien. Il a oublié que les Italiens, on avait pris plein la figure dans les années 10 et 20. Il a oublié qu'on faisait des massacres d'Italiens. C'était pas des ratonnades, mais c'était des centaines d'Italiens qui étaient tués au début du siècle pour des raisons politiques qu'on connaissait à l'époque par rapport à la France et l'Italie, qui étaient en concurrence et en guerre. Mais ça, M. Ciotti n'a pas beaucoup de culture. Après, évidemment, son intérêt, c'est certainement pas de se mettre à dos ses électeurs. Il est de droite.
la tradition de droite, c'est une tradition républicaine et une tradition de la peur du gendarme, il a tout intérêt à ce que la peur du gendarme soit maintenue pour que lui mette son pouvoir. Bon, 17h49, vous êtes bien sur France Maghreb 2, merci d'y rester. Dans un instant, le quiz. Nous, pendant la pub, on va regarder quelques vidéos qu'on va commenter avec vous, aussi toujours sur Facebook en live sur France Maghreb 2 et Christophe, le Grand Forum, pour leur pub, direction la radio, et à tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On apprend à l'instant qu'un attentat islamophobe a été déjoué en Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne qui a indiqué que sa principale préoccupation n'est pas le terrorisme islamiste, mais le terrorisme d'extrême droite. Et d'ailleurs, cet individu de 21 ans qui vient d'être arrêté voulait s'inspirer de l'attentat qui avait fait 51 morts en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, et il voulait s'en prendre aux musulmans en Allemagne. Franchement, l'extrême droite, le nazisme n'a pas tout à fait encore disparu, mon cher Gamal, ça c'est inquiétant. Et on voit que les méthodes de l'extrême droite sont toujours là et prêts à agir. Et on voit qu'on a aussi des relais, par exemple de René Camus, Zemmour et compagnie, sur lesquels d'ailleurs l'individu qui a fait cet attentat donc en Nouvelle-Zélande s'était inspiré. Il avait dit qu'il était venu en France et qu'il s'était inspiré un petit peu de ce qu'il avait entendu de ces individus, de Camus, de Zemmour. Oui, mais il y a une chose importante qu'il ne faut pas perdre de vue historiquement, parce que c'est pareil, quand on parle de racisme, il faut quand même se rappeler que l'idéologie raciste qui est née en Espagne au tout début avec Isabelle la catholique a été développée sur un plan scientifique en France. Elle était vraiment catholique, celle-là? Ce qu'elle disait. Ah bah, après, le catholicisme, c'est un autre débat. Mais ce qui se passe, c'est que... Oui, parce qu'après, il y a à boire et à manger. Mais ce qui se passe concernant le racisme, les gens oublient ça. Par exemple, un personnage très important, illustre d'histoire humaine française, en l'occurrence, qui s'appelait Arthur de Gobineau, le comte Arthur de Gobineau, était un commis de l'État. C'est pas un petit écrivain à la manque comme on verrait avec Zemmour ou quand il s'appelle, j'ai plus son nom, René Camus, qui sont dans une démarche, c'est des idéologues, mais Arthur de Gobineau, lui, il a idéologisé, il a fait une idéologie très particulière où il a dit qu'il y avait une différence entre les races, qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Bref, c'est l'homme qui a inspiré, il faut jamais le perdre de vue, un homme qui travaille pour l'État, donc le racisme de l'État, il est acté. Il a inspiré le nazisme. Et c'est important de se rappeler que la Révolution française a inspiré le monde, mais la contre-révolution raciste française qui a existé aussi, on l'oublie aujourd'hui, le racisme biologique scientifique qui a vraiment fait tache d'huile en Allemagne, ce racisme scientifique est né en France. Donc évidemment, il n'y a pas de racisme en France, tout le monde n'est pas raciste, mais l'idéologie raciste et racialisante est française. Et ça, malheureusement, on veut l'oublier. Alors, je voulais vous passer, on ne va pas le passer parce qu'on n'aura pas le temps, le RN. Il ne faut pas oublier que le RN, c'est le Front National. Justifie le racisme dans la police, ce qui est assez marrant d'ailleurs. On va peut-être passer Yannick Noah, qui hier était gêné du silence des sportifs blancs sur le racisme. C'était l'invité de France 2 hier soir. On regarde cette vidéo. À la régie, voilà, j'ai un peu fait une entorse, j'ai sauté une vidéo. Yannick Noah, donc hier soir, gêné par ce silence des sportifs blancs. On regarde, les amis. Donc vous dites aux autres sportifs, par exemple, blancs, s'ils peuvent s'engager, dire les choses. Oui, parce que leur silence me gêne. Ça va plus loin que ça. Ouais. Voilà, leur silence me gêne, Gamal, Anna. C'est vrai qu'on entend très peu ces sportifs blancs dénoncer le racisme. On voit que, évidemment, la plupart du temps, ce sont les Noirs, qui sont les Africains qui sont visés avec des jets de bananes, avec franchement des images vraiment calamiteuses, honteuses, bien entendu, dans les stades de foot. Et c'est vrai que les sportifs blancs sont très, très silencieux vis-à-vis. Moi, j'ai pas souvenir d'un sportif blanc qui se soit vraiment offusqué de ce qu'il a pu voir vis-à-vis de ses collègues footballeurs, par exemple. Gamal. C'est simple, il y a plus de coups à prendre on n'a rien à gagner à parler du racisme. Parce que malheureusement, il y a une proportion de la population qui est très favorable au terme raciste. Pas tout le monde, c'est une minorité, mais elle existe, cette proportion. Ensuite, parce que l'engagement antiraciste est un engagement clairement politique. Quand on entend tout à l'heure le ministre de l'Intérieur dire que
des gens s'engagent de la cause politique pour faire autre chose, non, c'est une hypocrisie. C'est vraiment une posture politique. Limite, extrême gauche, très souvent, c'est eux qui sont les plus qui sont les beaucoup plus offensifs là-dessus. Mais c'est vrai que les sportifs, ils ont, d'abord, j'allais dire qu'un sportif, il tape dans le ballon, ça s'arrête là. J'attends rien de lui. Mais dans l'absolu, ils veulent pas prendre de coups, c'est tout. Je voulais vous montrer une petite vidéo marrante, ma chère Anna. Oui. Je crois qu'elle est toujours avec nous. Alors, ça se passe à Londres. On est en pleine manifestation, là aussi, pour crier son injustice par rapport à ce qui s'est passé concernant George Floyd. Alors, imaginez. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour, les amis, en direct, et pour finir cette émission, dans un instant, le quiz. Mais je voulais juste vous montrer une vidéo très rapide, assez marrante. On est à Londres, donc disais-je, en pleine manifestation, concernant ce qui s'est passé aux États-Unis, la mort de George Floyd, et c'est un cheval de la police qui s'est échappé et qui a foncé littéralement sur le cortège des manifestants. Regardez les images, c'est assez impressionnant. Regardez. Le cheval s'emballe. Et fonce donc dans le cortège des manifestants. D'ailleurs, sachez que maintenant, si vous allez à Londres, il vous faut observer 14 jours. Vous êtes retenu 14 jours, hein, apparemment maintenant. Ça y est, Gamal. Bon. Tant mieux. Eh bien, on est prêt pour le petit quiz à la fin pour se détendre. Est-ce que tout le monde est là? C'est le final. Il est 17h56. DJ Nabil, je sais pas si Medjed est déjà arrivé. Bref, vous êtes tous les bienvenus. Hein, on est ensemble. Nabil, t'es là? Attendez. Oui, on t'entend, Nabil. Bon, Philippe, parfait. Tout à l'heure, j'avais gagné au jeu, là, le quiz au tout début, et on m'avait coupé le micro. Ah bon, Philippe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Philippe. Philippe, elle a du pouvoir, Philippe. C'est pas bon, ça, Philippe. Attention. Non, c'est un faux témoin. Il faut être honnête. Oh, non, bah oui, évidemment. Il a rien vu, Medjed, tu le sais bien. Il laisse tomber. Je voudrais juste dire une chose. Il va voir Je voudrais dire une chose. Oui, Philippe. Parce qu'on a les mails. Moi, je voudrais dire à Djinabil, j'ai les mails. J'ai les mails que tu as envoyés à mamie en disant que tu étais prêt à reprendre ma place pour la moitié de mon salaire. Et je trouve ça scandaleux. C'est pas bien, Nabil. C'est pas bien. La moitié de zéro, ça sera toujours zéro. Faites clair. Ce que vous voulez. En augmentation, pourcentage obligatoire, ça sera zéro. N'importe quoi, les mecs. Vous avez tout payé pour travailler. Faut que Philippe sache un truc et te dira, monsieur Mamie, ainsi que Christophe, j'évite trop d'écrire sur les mails. J'aime pas écrire sur les mails, donc c'est impossible. Bon, allez, on y va. On perd pas de temps, les amis. Moi, j'ai des questions à vous poser. Vas-y, c'est parti. D'accord. La moitié de mon salaire. Ouais. Salut, toi. Qu'est-ce qui va être... Écoutez bien mes questions, parce que j'aime pas qu'on me fasse répéter. Qu'est-ce qui va être démantelé à Minneapolis à la suite de la mort de George Floyd? La police. La police. Gamal. C'est Gamal. Oui, Gamal, c'est fou, quoi. Mais non. Quoi, non? Depuis tout à l'heure, je dis la police. Vous plaisantez ou quoi? Attends, on a entendu Gamal. Non, moi, j'ai pas entendu, j'ai entendu quoi même. Gamal. Je n'apprends plus Gamal. Mais non, je te jure, depuis tout à l'heure, vous m'entendez là? Oui, là, on t'entend, oui. Non, mais depuis tout à l'heure, je te jure, qu'est-ce qui va démonter? J'ai dit la police. Mais pas lui, la possibilité de dire mener la police avec moi. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, mais toi, t'es pas objectif, Ethan. Je te jure. Bon, de toute façon, c'est pas grave, il n'y aura rien à gagner, les gars, donc vous battez pas. Qui a quitté... C'est pour ça que je fais pas trop d'efforts. Oui, tiens, qui a quitté l'Algérie en catimini après avoir qualifié le pays d'ennemi? Le Marocain. Ouais, non, là, c'est Philippe. Là, c'est Philippe. Okay. Ah oui, le consul du Maroc. Ok. Exactement. Bravo, Philippe. Là, tu l'as eu, je t'ai entendu. C'est pareil. Mais en fait, je parle avec le micro. Non, mais arrêtez avec votre écho, là, par contre. Il y a un écho, là. Voilà. Ouais, forcément. Troisième question. Air Algérie a annoncé la reprise des vols vers l'Europe. Pour quelle date? Le 7. Non. Alors, Juillet. Oui, mais quel jour? Le 3 juillet. T'as dit quoi, la ville? Le 4 juillet. Non, c'est pas le 3 juillet. Le 4 juillet. Non. Le 7 juillet. T'as dit quoi, Nabil? Le 1er juillet, DJ Nabil. Bonne réponse. Cool. Bah, je vais y aller. Le 1er juillet, l'Algérie, Air Algérie a annoncé reprendre les vols direction l'Europe pour l'instant.
tout devrait redémarrer tranquillement. C'est cool. Quelle politique, faut qu'on aille vite, quelle politique, ah ça est facile, a déclaré hier chez le confrère de Europe 1 que la violence policière n'existait pas? Ciotti. Non. Non, Jacob. Christian Jacob. Jacob. Ah, Jacob. Bonne réponse de Philippe J'ai honte. Polecki. J'ai dit tout à l'heure en plus. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un clodo. Quelle candidate à la mairie de Paris propose un plan Marshall pour les commerces? Non. Non. Hidalgo. Non. Dati. Ah non, c'est Buzyn. Buzyn est une bonne réponse. Je l'ai dit, putain. Ah non, t'as dit Dati. T'as dit Dati, arrête. Dernière question. Quel secrétaire d'État a estimé que la candidate de son parti à la mairie de Paris n'avait aucune chance de gagner? C'est sympa. Hein. Si c'est pas des problèmes en interne, ça. Alors qui a pu déclarer de telles choses? La candidate. Qui? T'as dit quoi? Chiappa, mais normalement les ministres. Chiappa est une bonne réponse. Il y a quel qui pense Merci à tous. Rendez-vous demain, les amis. On est presque à l'heure. Dans un instant, Medjed. Merci, mon Nabil. Merci, Anna. Gros bisous, Anna. Et à la semaine prochaine. Embrasse Christophe, Philippe, Gamal. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Partagez. Merci, mon Gamal. Demain, Rudy Kazi et Razik Metish. Ciao. À demain. Ciao, les amis.